Bonsoir. Après près de 7 mois de vacances scolaires, les jeunes à travers le Cameroun ont repris le chemin des classes hier. C'était le 5 octobre 2020, à l'occasion évidemment de la rentrée scolaire 2020-2021. Une rentrée qui, vous le savez, se déroule dans un environnement marqué par la Covid 2019, cette pandémie qui évidemment frappe également le Cameroun. Alors l'enjeu ce soir, c'est essayer de faire une certaine forme d'évaluation d'abord, dans quelles circonstances cette rentrée se déroule en termes de reprise des cours donc sur le plan pédagogique et effectivement sur le volet pandémie. On va essayer de voir si les mécanismes et les dispositions prises par les autorités, si ces dispositions étaient observées dans les établissements scolaires et si elles peuvent permettre au Cameroun, comme on a pu le constater jusqu'à présent, de contenir cette pandémie. Ça va également nous permettre de faire des perspectives en termes d'évolution, parce que quand on regarde à travers le monde, on peut s'apercevoir que dans d'autres pays qui ont quand même repris l'école, la pandémie n'a pas forcément été contenue. Cela dit, ce sera le premier thème de ce soir, rentrée scolaire et Covid 2019, bilan et perspectives. En deuxième partie, on fera un zoom sur les élections régionales, avec quand même un certain nombre de personnalités politiques de l'arrière-garde, comme on peut dire, qui veulent revenir aux affaires, du moins, bon nombre sont candidats pour ces élections régionales. Deuxième thème, zoom sur les élections régionales. Évidemment, nous avons 4 panélistes, c'est comme tous les mardis. Entre 21h et 23h, ils vont donc nous accompagner dans la réflexion. Paul et Youm, bonsoir. Oui, bonsoir Dipita, bonsoir à tous mes compagnons, notamment le PV Emmanuel qui est là. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de 4 sur table. J'espère que vous n'avez pas fait de jaloux, vous n'avez pas cité le docteur Francois. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Dipita Tongo, bonsoir à tous les panélistes. J'ai une pensée ce soir pour tous les Camerounais qui ont été illégalement arrêtés depuis le 22 septembre et pour tous ces Camerounais qui se battent au quotidien et qui essayent de joindre les deux bouts afin d'envoyer les enfants à l'école. Je voudrais préciser que, docteur, parce que vous êtes médecin, oui, mais non moins militant du MRC, merci d'être là. Merci. Le docteur Roger Toit, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à vous millions de téléspectateurs, très heureux de vous retrouver ce soir. Médecin de santé publique, merci également d'être des nôtres. On va donc tout de suite commencer on va prendre le débat. Hervé Mandelcom, oh là là. Je suis pas médecin, mais bon. Non mais Hervé, c'est que sur, vous savez, on a une page Facebook, une autre page YouTube, c'est que les téléspectateurs me font croire que vous êtes devenu un meuble sur ce plateau. J'en suis heureux, je suis un meuble de luxe. Voilà, ce que je vous dois d'ailleurs en termes de remerciements. Je voudrais vous remercier sincèrement pour votre éternelle disponibilité. Vous êtes toujours là quand on vous sollicite et il faut avouer que votre pertinence relève le niveau de ces débats. Hervé Emmanuel comme du RDPC, je l'ai fait. Oui, alors moi je voulais dire bonsoir à ces 3 médecins, parce qu'ils font partie, y compris le médecin du MRC. Ils sont 2, hein, parce que Paul, il n'est pas médecin. Paul, voilà. Non, mais j'ai dit au médecin du MRC, parce que je pense que la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, tous les médecins, quelle que soit leur appartenance, ont montré qu'ils respectaient d'abord leur serment d'Hippocrate, c'est ça? Et puis je crois que c'est une profession noble à laquelle nous devons beaucoup de reconnaissance dans cette période. Donc il n'y a pas de sectarisme idéologique quand on parle de certaines questions comme la santé publique. Bonsoir aux millions de téléspectateurs et je dis spécialement bonsoir à ma fille qui me regarde depuis Paris, qui m'a fait signe. Salut Tammy. Ça me permet de reprendre peut-être en pic. Bon, en fait, l'éloignement de Joseph Bibé. Dans sa sortie de ce soir du RDPC, on sait qu'il est en cadre de la Sanaga maritime. Il prend 1 ou 2 pas en arrière. C'est une très très mauvaise nouvelle parce que, voyez-vous, j'ai avec Alphonse Joseph Bibé des relations particulières. Nous sommes condisciples à l'université. Nous avons commencé le militantisme ensemble en France. Il est revenu, c'est un capitaine de l'industrie, un expert financier. Et les conditions et les raisons qui sont présentés pour sa sortie me rendent triste, parce que je pense qu'on aurait pu faire l'économie de tout cela. Mais nous allons en parler tout à l'heure, parce que les régionales devaient être une occasion pour couronner ce qui a commencé depuis avec la décentralisation. Mais ça a été pour certains aussi une épreuve difficile, parce que par moments, on a eu l'impression que c'est une agence de recyclage des retraités. Donc,
C'est quelque chose qui est totalement choquant et nous pouvons nous faire mieux la prochaine fois. Mais je lui dis toute mon amitié, il reste mon frère et mon ami. En plus, vous savez que la Sahara-Maritime a une place particulière dans mon cœur. D'accord. Alors je me demande si on élimine les têtes comme Joseph Alphonse Bibé ou Jean Péria Niodok, qu'est-ce qui reste? Je rappelle qu'il est membre du comité central, hein, et donc il a annoncé sa mise à l'écart, en retrait. Ouais, Il a pris un congé sabbatique. C'est pas une démission, il faut le dire, c'est un retrait. Même s'il se rappelle qu'il est fortement soutien, ou alors qu'il soutient fortement le président Biya. Cela dit transition, et puis on va directement dans le premier thème. Alors docteur, et toi, je vais peut-être commencer par vous. Hein. Il est 21h09. À cette heure-ci, si on essaie de faire peut-être le point avant rentrée scolaire de la pandémie au Cameroun, en termes de bilan ou en termes d'observation, que peut-on dire à ce jour? Alors, la pandémie au Cameroun, l'évolution de la pandémie au Cameroun ressemble à l'évolution de la pandémie dans certains pays africains. C'est-à-dire que elle a été déclenchée en début mars. Après, nous avons connu une montée progressive du nombre de cas, donc de la morbidité, et également de la mortalité. Nous semblons avoir connu un pic aux alentours de mi-juin, début juillet. Et à partir de là, le nombre de cas a commencé à décroître. Depuis début décembre, septembre, nous semblons vraiment marquons le pas en termes d'évolution de nombre de cas. Nous sommes depuis bloqués à environ 20 000 cas. Nous n'avons pas franchi la barre des 21 000 cas. Donc nous avons 420 morts dont le chiffre est bloqué depuis peut-être 2-3 semaines à ce niveau-là. On s'attendait à pire. Nous, tous les experts du monde, de l'OMS et tout, et même nous-mêmes, au vu de la virulence du virus, de la vulnérabilité structurelle des systèmes de santé africains, tels que le Cameroun, on s'attendait à ne pas pouvoir résorber ce choc virologique, ce choc épidémiologique qui semblait s'abattre sur l'Afrique, sur le monde. Et on était en plus renforcé par nos craintes, parce que nous voyons des systèmes de santé occidentaux qui sont mieux structurés que les nôtres, qui sont mieux financés, subir vraiment le choc de cette pandémie. Et tout le monde sait aujourd'hui que le président de la première puissance mondiale, les États-Unis, Donald Trump, est actuellement hospitalisé par ce méchant virus. Et il a fui l'hôpital. Voilà, bon. Donc, je pense que... Évidemment sur... Voilà, je pense. Maintenant, tous les pays du monde ont donc connu ce pic. L'épidémie a régressé. Mais en Occident, la seconde vague est en train de repartir de plus belle. Au Cameroun, nous avons des frémissements de seconde vague, avec des cas quand même, des cas un peu qu'on continue de dépister, mais avec une virulence, une mortalité un peu plus faible. Donc aujourd'hui, que ce soit les scientifiques, l'OMS, et nous, tous les experts, nous cherchons évidemment à comprendre tous les paramètres qui ont contribué à l'exceptionnelle résilience de l'Afrique et du Cameroun. D'accord. Docteur Roger, toi, peut-on dire, pardon, docteur quoi, peut-on dire, comme Monseigneur Cléda, que la pandémie est vaincue au Cameroun? C'est une bien grosse assertion. Avant d'y répondre, j'aimerais ici rendre hommage à tous ces personnels de santé, dont certains ont donné leur vie dans ce combat. Mais je pense qu'il est trop prématuré de dire que nous avons vaincu le coronavirus. Alors pour deux raisons. La première raison, c'est que
les chiffres, bien que le nombre de nouveaux cas n'est pas très élevé, il y a quand même toujours un certain nombre de nouveaux cas. Et malheureusement, ça aurait un corollaire, c'est qu'on risque un peu s'endormir et passer à côté de beaucoup de cas, croyant que l'affaire est réglée. Donc, on risque d'avoir un certain nombre de personnes qui risquent de décéder et on ne saura pas exactement si c'était le Covid-19 ou si c'était la Covid-19 ou bien autre chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes ne vont pas dans les hôpitaux publics lorsqu'ils suspectent même être atteints de la Covid-19. Vous vous retrouvez donc avec beaucoup de personnes qui décèdent soit chez eux, soit dans les structures privées, parce qu'ayant refusé d'aller dans les structures publiques. Or, généralement, l'État, la comptabilisation de l'État tient compte des données des publics. Beaucoup de structures privées ont pris en charge des patients, mais je vous assure, je ne crois pas que l'État ait mis à leur disposition des fiches, au moins pour renseigner le nombre de cas qu'ils ont reçus, ceux qui sont décédés et ceux qu'ils ont pu guérir. Vous voyez donc que le nombre de nouveaux cas même déjà qu'on déclare n'est pas forcément réel. Et il risque d'avoir un souci, c'est cet endormissement dont je parlais, qui risque donc faire que la contamination risque, même pour ceux qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont confinés carrément, hein, qui ont pu avoir le moyen d'être confinés pendant 6 mois et qui vont donc ressortir. Malheureusement, comme le virus circule encore un peu, on risque d'avoir encore ce petit nombre de cas. Et si on n'est pas vigilant, on risque d'avoir un certain nombre de décès que malheureusement on risque de ne pas comptabiliser comme Covid parce que n'ayant pas même pensé au fait que ce soit la Covid-19. Rappelez-vous que c'est une maladie qui, lorsque vous l'avez, ressemble beaucoup au paludisme et à une petite grippe. Ça ressemble beaucoup à ça. Là, vous avez des symptômes vraiment de paludisme et parfois c'est lorsque le médecin est vraiment aguerri qu'il essaie de dire attention, cette histoire, ça peut être la Covid-19 et qu'on fait le diagnostic. Malheureusement, beaucoup de personnes aussi refusent d'aller se faire dépister. Absolument. Ça me permet aussi d'attirer l'attention de l'État pour dire pardon, ne fermez pas les centres de dépistage. Parce que j'ai eu l'expérience cette semaine d'une famille qui était en contact avec un cas de Covid, qui a fait plusieurs centres où on devait faire dépistage. Malheureusement, ils n'ont pas pu être dépistés. Et vous voyez que c'est très dangereux. Donc, je prierai l'État de rouvrir ces centres de dépistage afin que même le moindre cas soit dépisté et qu'on puisse isoler les cas au fur et à mesure pour ne pas créer de nouvelles vagues de contamination énormes. D'accord. Aux deux autres, je vais demander simplement, à l'observation, la rentrée c'était hier, à l'observation en tant que citoyen, en tant que peut-être parent ou grands-parents, avez-vous le sentiment que cette rentrée scolaire, je le rappelle, qui a eu lieu sur l'étendue du territoire, un peu mitigée dans les régions nord-ouest, sud-ouest, même si on a quand même vu que là-bas, certaines localités reprennent l'école, avez-vous le sentiment que l'élément Covid a été pris en compte ce 5 octobre, peut-être d'abord Paul? Déjà, vous savez, la ministre des Enseignements secondaires, Mme Nalova, avait pris un certain nombre de mesures. Par exemple, vous savez, les élèves maintenant vont fréquenter avec un système de mi-temps, c'est-à-dire on a divisé les salles de classe. Il y a les mesures barrières qui avaient déjà été dictées, c'est-à-dire lavage de mains, les cache-nez, etc., qui sont quand même respectées plus ou moins. Parce que vous savez, ce n'est que nous ne sommes encore qu'en début de rentrée, donc on ne peut pas affirmer. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ces mesures sont déjà respectées. On va un peu au rythme qu'on observait déjà à la fin d'année scolaire dernière. Maintenant, là où il y a le gros problème, c'est au niveau des enseignants. Parce que quand vous divisez d'une salle les effectifs, si par exemple vous avez 6 sixièmes avant, oui, vous n'avez que 3 enseignants de sciences. Maintenant, ces 6 vont devenir peut-être 12 sixièmes et il vous faut multiplier le nombre d'enseignants pour pouvoir couvrir le programme. Donc, c'est le gros problème que les établissements publics et même privés rencontrent actuellement. Donc, il va falloir prendre des vacataires, ce qui aura un coût supplémentaire sur le plan des finances. Il va falloir trouver l'argent, le budget pour pouvoir payer tout ce personnel enseignant qui va venir en appui. Et vous avez parlé des régions du nord-ouest, sud-ouest, je ne veux pas m'appesantir dessus. Mais déjà là-bas, la rentrée est un peu timide parce que déjà le lundi, c'est le Ghost Town. Il faut que les gens le sachent, c'est le Ghost Town. De 2, ça fait pratiquement 4 années qu'il n'y a pas d'école là-bas à cause de la crise anglophone. Donc ce n'est que normal que là-bas soit timide. Même si certains leaders séparatistes ont appelé au retour
à l'école, mais un retour qui est quand même mitigé parce qu'ils ont des exigences comme par exemple qu'on ne chante pas l'hymne national du Cameroun, qu'on ne mette pas le programme État du Cameroun, ce qui est un problème parce qu'on ne peut pas être sur le territoire camerounais et ne pas respecter l'ordre républicain, l'hymne national, le programme scolaire camerounais. Mais on espère que les parents là-bas et tout, même les enfants et les séparatistes ne continueront plus à intégrer les enfants dans ce combat où les enfants n'ont absolument rien à voir. Parce qu'en période de guerre, vous savez, les écoles, les hôpitaux sont protégés. Donc, on doit protéger nos enfants, les laisser fréquenter. Et d'ici quelques années, nous risquons d'avoir un problème. Parce que les enfants qui ont fait 4 ans sans fréquenter dans le NOZO, il va falloir trouver un système de discrimination positive. Parce que d'ici 15, 20 ans, ils auront un retard sur leur génération qui, elle, a continué à fréquenter le côté francophone. Donc, c'est le problème que nous devons prendre en compte. Il faut néanmoins noter que certains groupes séparatistes ont également appelé les enfants là à l'école. Ils ont demandé que les parents retournent. Donc, c'est tout cela qu'on va observer pour voir si ces appels-là sont suivis par les parents qui, comme on l'a dit, depuis 2016, ont vu que les écoles sont perturbées. Hervé, d'entrée, votre observation après le retour à l'école de ce lundi? Mais écoutez, moi je peux commenter que les enseignements, les conséquences sociales, politiques et culturelles et les exigences que cette rentrée va nous entraîner, parce que je proclame mon ignorance, je ne suis pas médecin. Donc les débats sur l'évolution de la pandémie, je les suis comme tout le monde, en faisant confiance aux agences de statistiques qui nous présentent différentes statistiques. Mais pour cette rentrée, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de plusieurs enseignements. D'abord, on va tester en grandeur nature les capacités d'accueil que l'infrastructure scolaire a par rapport à cette population qui est exponentiellement sans arrêt en croissance continue. Donc nous allons vu, le docteur vient d'exposer une question tout à l'heure, on faisait l'école à mi-temps avant, vous comprenez? Et c'était pour des raisons qui sont maintenant plus criardes. Pourquoi? Parce que si l'école à mi-temps, c'est pour la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de monde, l'école à mi-temps aussi, c'est parce qu'il y avait des classes de 300, 200 élèves. C'est totalement dépassé. Et là, c'est un enseignement immédiat que nous devons tirer du fait que les différentes politiques qui doivent être faites maintenant après Covid, même si le Covid n'est pas totalement parti, doivent tenir compte de ce genre de pandémie et les capacités d'accueil. C'est-à-dire il faut que le développement des infrastructures scolaires, universitaires, s'accompagne aussi de la montée en puissance de la population estudiantine. Je voulais dire en sorte que il me semble que l'argent, et je dis quelque chose qui va faire frémir les gens, l'argent qu'on met par exemple à construire un centre de mise en quarantaine à Australia-Quoi, si ça a coûté 700 milliards, il faut compter le nombre de salles de classe que ça nous aurait donné. Je pense que ce serait plus efficient. Non, je crois que les enseignements pour la rentrée, rien que pour cette population, nos enfants, c'est que dans toutes les décisions politiques de choix, de formation, de développement des infrastructures scolaires et même des enseignants, parce qu'on va voir qu'on n'a pas assez d'enseignants, alors que plusieurs enseignants sont en chômage. Donc il va falloir qu'on intègre tout cela et que l'après-Covid soit l'occasion, l'opportunité pour nous d'avoir des politiques qui sont plus tournées vers l'avenir et qui nous permettent d'avoir des résiliences dans le cas où on aura encore une situation qu'on ne souhaite pas de cette nature. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on divise les élèves. C'était le cas, moi je suis président d'un groupe scolaire de près de 3600 élèves, 4 groupes scolaires. Les enfants n'allaient pas à l'école parce que d'abord il n'y a pas assez d'enseignants. Et quand il y a des enseignants, certaines femmes qui sont en maternité doivent prendre des congés, ce qui est légitime. La disponibilité des salles de classe n'est pas évidente. Je crois qu'on ne peut pas, et ce n'est pas une question idéologique, nous devons mettre tout cela sur la table et faire des choix budgétaires intelligents. Parce que quand vous allez ouvrir un centre d'accueil du Covid-19 qui n'accueille que 2 personnes et qui disparaît, vous mettez 700 millions, ça aurait construit les salles de classe dans plusieurs écoles. Et je voudrais rectifier quand même quelque chose de rapide. Je ne crois pas, docteur, je m'en excuse, vous avez plus d'autorité que moi, qu'on ait fermé les centres de dépistage. Je ne crois pas. Je pense on a démantelé certains. C'est une information. Qui sont dans les stades. Mais ce sont les centres de quarantaine qui ont été réduits. Mais le dépistage n'est pas... Il y avait une question qui me brûle. Je veux dire, ça aurait pu rassurer, ça aurait pu conforter les parents, l'opinion, si l'un des ministres, Minidjub, donc enseignement de base ou Minisec,
seraient allés peut-être faire leur entrée dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest. On les a vus à Sarméliman. Alors là, ça aurait pu être un signal, je veux dire, motivateur, c'est ce qui se dit, ou motivant, je sais pas. Député, merci de poser cette question parce que je pense que le Covid, certains l'appellent la Covid, le Covid-19, n'est-ce pas, doit nous permettre aussi de soigner une pandémie qui est permanente au Cameroun, la démagogie. Vous comprenez? Il y a une situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ceux qui veulent faire croire que non, il faut démontrer que c'est le paradis en envoyant les ministres là-bas. Ils font œuvre de démagogie. D'accord? On fait ce qu'on peut parce que le docteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes sur un territoire d'un État souverain et indépendant. Alors, je termine là-dessus en disant ceci. Pour les youp. Bon, merci. Il est encerclé par les médecins ce soir. Oui, les médecins. Bon, nous voyons médecins. Mais je dis une chose quand même. Il y a des questions hautement plus importantes que de voir si Sa Majesté Laurent Kwa est parti dans le Nord-Ouest. Posons-nous les questions en tant que parents, en tant que partenaires de l'éducation. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'hygiène? Parce qu'avant qu'il y ait le Covid-19, je peux vous dire que moi j'entrais dans mon groupe scolaire, j'ai trouvé les vendeuses de beignets dans des conditions d'hygiène inacceptables. Bon, on va en parler justement, c'est l'un des volets. Il y a des questions hautement plus importantes que de faire un défilé de mode je suggère que l'émission soit structurée ainsi. On va peut-être d'abord évoquer les points faibles en l'état du dispositif Covid au moment où la rentrée se déroule. On va peut-être après évoquer les points forts qui permettent au Cameroun quand même d'avoir, le docteur a cité les stats tout à l'heure, des statistiques, je veux dire, assez positives. Et on va faire les perspectives. Alors, docteur Kwang, quelles sont, j'ai failli dire, les faiblesses dans les mesures gouvernementales jusqu'ici prises et implémentées? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui ne marche pas qu'on pourrait éventuellement, sur lesquels on pourrait éventuellement mettre un accent pour limiter davantage l'expansion de la pandémie? Alors, j'aimerais d'abord revenir sur quelque chose que le patriarche Emmanuel m'a dit. Je n'ai pas dit que ces centres étaient fermés, j'ai dit que j'ai des patients qui s'y sont allés et n'ont pas pu se faire dépister. Oui. Ils ont donné raison. Non, on vous dit on ne peut pas vous dépister. On vous envoie ailleurs. Là-bas, on vous dit on peut pas vous, dans au moins 3-4 centres. Ça veut dire quand même que c'est grave. Soit c'est fermé, soit alors il n'y a pas de tests. Et là, c'est grave. Donc vous comprenez un peu mon souci. On connaît ces centres? Bon, je vais citer Bounamou Sadji et Nilon. Ils sont les deux dont j'ai retenu le nom. Ils ont dit qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas pu se faire dépister. J'espère que d'ici, mon alerte va permettre qu'on mette des dépistages en place parce que les cas ne sont pas malheureusement finis. Donc il faut vraiment que l'alerte soit toujours présente. Alors les faiblesses, il faut dire que première faiblesse, c'est qu'on a démantelé presque tous les centres de prise en charge. Ça veut dire que si là maintenant on se retrouve avec 100 nouveaux cas qui sont un peu graves, même 50, je ne suis pas sûr qu'on peut gérer. L'autre faiblesse, c'est les tests. Déjà que pendant la pandémie, il y avait passé, ouais, là par exemple, je viens de dépister, on avait juste une famille qui se retrouve en contact, on fait le tour, on n'arrive pas à se faire dépister de manière rapide. Or, je crois que cette centre permettait d'avoir des tests en 4 heures maximum, ce qui permettait quand même dans la journée d'avoir son résultat et de pouvoir se mettre en quarantaine et prévenir toutes les personnes avec lesquelles on avait été en contact. L'autre faiblesse, et je pense que c'est une des plus grosses faiblesses qu'il y a eu pendant cette pandémie, c'est que l'État n'a pas impliqué le privé. Vous voyez, on a même fermé un privé sous prétexte qu'il prenait en charge des cas de Covid. Sous prétexte ou il y a eu incident, docteur? Docteur. Non, je pose la question. Vous laissez le... C'est à Douala. Allez-y, doc. Oui, je dis, on a fermé un centre sous prétexte qu'il prenait en charge des cas de Covid. Et malheureusement, il y a plusieurs structures privées, ne nous mentons pas, qui ont pris en charge des cas de Covid. Il y a des patients qui ont fait le tour de la vie. Avec bonheur, il faut le préciser. Avec bonheur, dans la plupart des cas. Beaucoup de personnes, peut-être ça a coûté ce que ça a coûté, parce que la prise en charge de la Covid, ça a un certain coût. Ça a coûté ce que ça a coûté, mais les vies ont été sauvées. Parce que ces centres n'ont pas été malheureusement aussi accompagnés. Donc c'était sur fonds propres qui prenaient en charge ces patients. Donc comprenez que ça a eu un coût. C'est vers la fin de la pandémie, je crois qu'on a dit qu'on devait faire une liste d'hôpitaux qui pouvaient prendre en charge les patients Covid. On ne sait pas sur quelle base ces hôpitaux avaient été choisis. Mais la faiblesse vraiment, c'est que l'alerte n'est pas
maintenu. Parce que si vous suivez même, quand vous marchez dans la rue, si vous suivez la télé, il n'y a pas un maintien de l'alerte Covid. C'est-à-dire on a l'impression que ça va, on peut faire comme on veut. D'ailleurs, les taxis surchargent allègrement. Je suis sûr qu'on ne contrôle même plus les masques dans les bus, dans beaucoup de bus. Il n'y a que peut-être les VIP qui le font encore. Je suis sûr que sur la route, parce qu'on a vu des images où sur la route, dans le Mungo, on fait descendre des gens qui n'avaient pas de masque. Je suis sûr que ça ne se fait plus. Donc du coup, il y a donc une baisse du niveau d'alerte. Vous voyez que c'est tout ça qui va faire que si on a un certain nombre de nouveaux cas, vraiment, le temps qu'on se rende compte, ça aura déjà flambé. J'espère que ce ne sera pas le cas, vraiment. Paul, en termes d'insuffisance qu'on peut relever aujourd'hui? Bon, en termes d'insuffisance, il a déjà relevé bon nombre de choses. Mais qu'à cela ne tienne, comme il a dit, c'est surtout l'alerte. Parce que quand dans le subconscient des gens, ils se comportent là comme si la Covid est finie. Parce que même les hommes, ce n'est pas sérieux. Quand les gens disent, par exemple, que la Covid-19 est finie ou bien qu'il n'y a plus de cas, ça donne l'impression que tout va déjà très bien. Et au-delà de cela, il y a aussi le fait que dans les lieux publics, on constate qu'il y a un grand relâchement. Il a parlé des agents de transport. Moi, j'ai fait déplacement ce week-end. Je peux vous dire effectivement, nous, on avait les cache-nez. Mais vous voyez les gens qui sont dans les bus ordinaires, ils n'avaient pas de cache-nez. Pratiquement tous n'avaient pas de cache-nez. Ça veut dire qu'il y a, je ne sais pas si je vais dire, soit ce sont les Camerounais qui sont inconscients, soit ceux qui doivent même les conscientiser ne sont pas en train de jouer leur rôle pleinement. Même les campagnes de sensibilisation ont diminué. Au niveau des médias, on parle moins de la Covid. Bon, en même temps aussi, il faut comprendre, c'est une conjoncture mondiale, c'est pas seulement au Cameroun, parce qu'ailleurs, il y a eu le déconfinement. Là où il y a eu confinement, il y a eu la reprise économique. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que quand même, bon, en termes de mortalité, oui, la Covid-19 tue, mais elle ne tue pas comme le paludisme, elle ne tue pas comme les autres maladies. Donc, du coup, on a tendance un peu à banaliser cela. C'est plus ça, le vrai problème au niveau du mental. Mais sinon, quand même, pour la rentrée scolaire, étant donné que c'est ça le thème pour la Covid-19, je crois que les établissements essayent de faire le plus que possible. Parce que vous ne pouvez pas, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous ne pouvez pas demander aux établissements de donner des dispositions comme dans certaines écoles privées où certains ont la chance de mettre leurs enfants qui sont privilégiés. Par exemple, vous avez des écoles où vous pouvez trouver 15, 20 enfants. Je dis ici à Douala, je ne veux pas citer les noms, mais moi, j'ai fait un tour. Oui, justement, moi, je sais pourquoi nous autres, bon, on peut dire on a des enfants qui sont quand même dans des conditions, mais moi, j'étais à l'école publique de Noudeido. J'ai vu que c'est pas trop ça. La chance qu'eux, ils ont, c'est qu'ils sont en sous-effectif. Le lycée bilingue de Daïdo, par exemple, c'est un lycée qui a un effectif pléthorique. Vous arrivez là-bas, vous allez voir que la distanciation sociale est difficilement respectée. Non, mais parce que, non, je veux dire que personnellement, on a quand même fait un reportage là-bas. Et on a pu voir qu'un certain nombre de mesures minimales, respect de 50 élèves par. Non, je vous ai dit que ces mesures sont respectées. D'accord. Mais je suis en train de dire, oui, je suis en train de dire qu'il y a des limites. Et je vous rappelle qu'au Cameroun, le premier jour de l'école, tous les élèves ne sont pas là. La première semaine, donc, c'est à partir dans 2 semaines que vous allez voir les effectifs réels. Oui, c'est dans 2 semaines qu'on va voir l'effectif réel. Vous avez les conditions d'hygiène. Avant la Covid déjà, les conditions d'hygiène des établissements étaient, même dans les lieux publics, parce que pas seulement les établissements, les agences de voyage et où les conditions d'hygiène étaient désastreuses. Aujourd'hui, il faut qu'on remette l'hygiène au centre de l'espace public pour pouvoir lutter contre la Covid-19. Parce que si nous ne le faisons pas, si ce n'est pas la Covid que nous chopons, nous allons choper une autre maladie. Et vous savez que la Covid, lorsqu'elle vous atteint et que vous avez déjà une maladie, vous partez facilement, contrairement à celui qui a quand même un système immunitaire plus approprié pour lutter contre la Covid-19. Donc, c'est à peu près les insuffisances que nous pouvons noter. Sur les insuffisances? Alors, sur les insuffisances, disons que le Cameroun, comme tous les autres pays du monde, n'était pas préparé à cette pandémie. Donc, le gouvernement met des mesures itératives de lutte contre la pandémie. On essaye, après on voit comment on démantèle, on essaye, on démantèle, on essaye, on démantèle. Je voudrais justement d'abord lever l'équivoque sur la question de pourquoi on a investi sur les centres de quarantaine. Je pense que dans les politiques publiques de santé, il faut toujours
prendre le risque zéro, hein, quitte à ce qu'après, il n'y ait pas de problème. Parce que imaginez aujourd'hui si le Cameroun était débordé de cas et qu'on n'avait pas construit ces centres, on aurait fait le reproche inverse au gouvernement en disant, mais voilà, vous saviez qu'il y avait une pandémie, pourquoi vous n'avez pas pris des dispositions? Donc, vaut mieux qu'il y ait qu'on se prépare au pire et que le pire n'arrive pas, qu'on fasse l'inverse. Ceux qui suivent l'actualité française se rappellent de Madame Bachelot, qui était ministre de la Santé, qui avait géré une grippe et qui avait commandé un nombre impressionnant de vaccins, on avait tapé sur elle, et tout ça là, elle a fait du gaspillage, et on a fait le reproche inverse à ceux qui ont géré l'épreuve qui n'ont pas commandé assez qui n'ont pas commandé assez de masques, donc être un dirigeant en période de crise sanitaire n'est pas toujours quelque chose d'évident. Donc après, comme le système n'était pas préparé, il est monté progressivement en grade, en puissance. On a acquis au coup par coup des tests de dépistage. Après, il faut savoir que tous ces tests, comme c'est une maladie nouvelle, n'étaient pas toujours homologués. Il y avait des tests sérologiques, il y avait plusieurs marques de tests sérologiques. On n'avait pas toutes les preuves scientifiques. Après, ce sont la PCR. Après, aujourd'hui, il y a des antigènes, des tests antigéniques. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est encore un cafouillage scientifique au niveau mondial avec des preuves, des contre-preuves. Vous avez un éminent virologiste comme le professeur Raoul qui est traîné dans la boue. Après, vous avez... Donc, c'est un cafouillage pas possible. Donc, dans cette situation, il est difficile de pouvoir établir des manquements sérieux. Donc, il faut avoir du recul nécessaire. Je pense que d'ici 1 an, on pourra avoir le temps d'avoir le recul nécessaire de dire, voilà, pendant cette pandémie, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on pourra tirer des leçons pour l'avenir. Parce que même sur la question du relâchement, il faut savoir que on gère l'épidémie de Covid, je le dis toujours, comme une voiture à 3 pédales sur une côte. C'est-à-dire qu'on appuie l'embrayage, on jongle pas l'accélérateur, on appuie et tout. L'embrayage est le secteur sanitaire et l'accélérateur, le secteur économique. Donc, il faut appuyer les deux, il faut jongler entre les deux pour trouver l'équilibre. Il n'y a pas de frein dans cette voiture. Donc, il faut faire très attention parce que si vous faites le tout sanitaire, vous fermez tout confinement, vous barricadez, il y a l'économie, vous tuez l'économie. Et si vous tuez l'économie, il y a le chômage, vous aggravez la pauvreté, les gens ont faim et ce sont les mêmes qui vont sortir en route. D'ailleurs, ça s'est passé dans de nombreux pays où des gens se sont révoltés contre les mesures de sécurité, de confinement extrême. Alors, si vous faites aussi du tout économique, hein, comme en Amérique, Donald Trump et tout, qui à un moment a fait comme si ça n'existait pas, le Covid et tout, après vous aurez quand même un nombre de morts. Je crois que l'Amérique doit être à 200 000 morts. Quand même, c'est impressionnant pour un pays aussi développé. C'est quand même assez difficile. Donc, pour un dirigeant, il faut toujours essayer de jongler sur ces deux leviers. Maintenant, le Covid est également un motif pour penser le monde d'après. Peut-être qu'on n'est peut-être pas encore... On va faire les perspectives tout à l'heure. Voilà. Hervé Emmanuel? Non, moi je voulais préciser 3 choses. La première, c'est que globalement, le Cameroun est considéré parmi les pays au monde qui ont bien géré l'arrivée de cette pandémie. Au résultat aujourd'hui, nos résultats, cette modeste, démontrent que le gouvernement a donné la priorité à une lutte contre cette pandémie. Mais parmi les faiblesses, il ne faut quand même pas essayer de se voiler les yeux, docteur. Je vous prends un exemple. Le Covid-19 ne concernait pas que la question médicale. Elle avait des implications, comme vous avez expliqué, sur le plan économique, des décisions et tout ça. Et il ne fallait pas qu'elle nous fasse reculer aussi. D'accord? Nous avons, dans le cadre de la préparation du CHAN et de la CAN 2022 au Cameroun, construit un certain nombre d'infrastructures
qui doivent répondre à la norme d'accueil de ces manifestations. Députés et moi qui sommes membres de cette commission pour le site de Douala, mais nous savons par exemple que nous avons 2 stades d'entraînement qui sont Mbappé-Lépé et Bonhomme Sadi. Bon, je parle d'abord de Mbappé-Lépé. On a fait de Mbappé-Lépé un centre de quarantaine. De prise en charge. De prise en charge. Dites-moi, docteur, vous voyez, je suis heureux que c'est un responsable du ADPC qui rappelle cela, parce que on a été dans une situation de panique. Oui. Et d'ailleurs, je voulais dire au docteur Nkwam qu'une des choses sur lesquelles il met un doigt, c'est la méfiance vis-à-vis de l'hôpital public. Oui. Les gens ont déserté l'hôpital public. Absolument. Mais revenons à ce centre. Oui. J'ai appris qu'on aurait mis quelque chose comme 700 millions, il faut vérifier, pour installer un centre pour ce communauté. Nous avons des infrastructures ici qui sont désertées, comme par exemple la polyclinique Sopor, depuis longtemps. Nous sommes un État souverain et là nous sommes en situation de guerre contre une pandémie qui est une menace mortelle pour notre nation, notre population. Pourquoi ne pouvait-on pas réquisitionner ces installations qui appartiennent certes à une famille mais qui sont fermées et les mettre en norme, en les désinfectant, plutôt que d'aller détériorer un stade d'entraînement dont on doit réparer, parce que si on a mis 700 millions, on va mettre à peu près l'équivalent pour réparer et le rendre dans les normes pour une manifestation. Donc, c'est vrai qu'en son temps, parlant de la clinique Sopor, le coût de la réhabilitation aussi... On aurait pu en partie. On aurait pu en partie. On s'y posait, suscitait un débat. Mon interrogation, c'est de se dire que c'est une leçon pour le futur. Absolument. Nous devons avoir la sérénité et les acteurs du gouvernement ne doivent pas obéir d'abord à l'urgence excessive et qui peut créer des situations où, bon, si je viens dans mon métier, on n'a pas fait de passation de marché. On n'a pas fait de truc. Donc on a mis de côté toutes les règles de bon sens managérial, n'est-ce pas, et qui font que ça devient aussi... vous avez lu la peste d'Albert Camus. La période de peste à Alger a été un moment de grand commerce, de tout, de trafic, de tout, y compris chez les médecins. Donc, c'est une période, nous devons revenir dessus, surtout pour vous, les jeunes médecins, pour se dire, si cela devait arriver, on ne le souhaite pas, comment réagir? Mais le Cameroun, globalement, a bien réagi. Mais nous devons réparer aussi certaines blessures de Covid-19, parce que la manière dont on a enterré des personnes, et qu'aujourd'hui, certaines familles ont encore le doute, si c'est le Covid qui a bien tué les membres de leur famille, ça fait qu'ils ne font pas le deuil. Donc ne passons pas vite comme ça. Il faut que nous prenions du recul et qu'on repart cela. Et ça nous permet aussi, sur le plan économique, qu'on arrivera, si on a 2 minutes, vous allez voir que, oui, on est dans le bon peloton, mais attention, nous devons tirer les leçons de cette situation. Alors, oui, vous voulez, allez-y donc, si vous voulez réagir. Oui, je disais que monsieur Nkom a absolument raison. On ne peut pas encore... Ses propos sont beaucoup plus pertinents parce qu'il n'est pas membre du corps médical, donc c'est un observateur externe. Et c'est un client de médecin. Voilà, c'est... Oui, disons que pour moi, mettre en place ce type de projet, dans la situation du moment, personne ne pouvait savoir ce que ça allait donner. Par contre, où je le rejoins, j'estime aussi humblement que le Covid-19 est également une occasion manquée de renforcement du système de santé. Vous savez, c'est une belle opportunité, voilà, tout le monde l'a dit dès le départ d'ailleurs. Vous le savez, je suis président d'une organisation de médecins qui s'appelle le REMEDIC, Réseau des médecins des districts. Donc nous œuvrons pour le renforcement du système de santé à la base. La base du système de santé au Cameroun sont les districts de santé. Ce sont des unités opérationnelles de notre système de santé. Ce sont les usines de production des résultats du système de santé. Donc aujourd'hui, c'est quand même, nous avons quand même un pincement de cœur parce que si le Covid passe, nous n'aurons pas eu un très grand héritage au niveau des districts de santé. Ce n'est pas seulement des questions d'infrastructures dans les districts, c'est-à-dire qu'il aurait fallu, par exemple, en plus des infrastructures, équiper, il fallait renforcer en personnel, motiver ce personnel, il fallait renforcer, perfuser financièrement les districts de santé. C'est-à-dire
Mettre de l'argent. Mettre de l'argent. Ah, d'accord. Oui, C'est facile, oui, oui. ça, l'argent. C'est pas toujours évident. L'argent, Mais le perfusion, c'est pas un peu l'argent, c'est le sang du système de santé. C'est ça qui irrigue. C'est avec l'argent qu'on soigne les gens, c'est avec l'argent qu'on... Donc, si on aurait voulu que ces financements arrivent au niveau opérationnel, donc dans les artères, dans les artérioles, dans les vénules... Que vous le ressentiez. Que nous le ressentions. Je prends des cas simples. Il a parlé de ça tout à l'heure, la question du dépistage. On aurait logiquement, au bout de 6-7 mois de pandémie, fait en sorte que dans le premier hôpital du district, qu'on puisse se faire dépister. Dans le premier centre de santé, intégré, qu'on puisse se faire dépister. Donc, au début de la pandémie, ça se comprend que c'est difficile, et tout ça parce que le dispositif s'en va en place, mais 7-8 mois, nous devons déjà être à une situation où on a également permis, cette pandémie aurait permis de capaciter les districts de santé, qui sont après ça les hôpitaux régionaux, et ainsi de suite, et on aurait décanté les grands hôpitaux de cette pandémie, parce que vous savez que dans le parcours de soins, si vous traitez dans un système normal, par exemple, on ne doit pas soigner le paludisme à la Quintini ou à l'hôpital général. Hein? C'est-à-dire que c'est un non-sens. Il faut que ce soit soigné dans le premier centre, le dispensaire. Donc, même sur la question du Covid, que ce soit les premiers tests d'urgence, les premières thérapies, parce qu'il y a quand même eu le Cameroun a un protocole national avec des thérapies, la chloroquine et tout, que les premiers soins aient été administrés, on aurait quand même limité un certain nombre de choses. Dieu merci, l'épidémie est en fait, la gravité semble pour l'instant contenue, mais c'est quand même une leçon à tirer pour l'avenir. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent des trains, les trains qui arrivent à l'heure, mais si on évoque quelques points qui permettent quand même au Cameroun de garder la tête hors de l'eau, des points positifs, je dis pour qu'on s'en inspire peut-être, parce que ça rejoint le troisième volet de la question, on regarde des points. Ce sera le troisième volet, on regarde des points positifs et négatifs. Oui. Comment juguler, comment mettre tout ça dans le moule pour que cette rentrée quand même se poursuive, cette année scolaire commence, se poursuive, s'achève, également dans un mécanisme contenu. Alors quels sont les points qu'on peut relever, dont on peut penser qu'ils ont quand même permis... Alors je dois vous dire que je n'arrive pas à trouver des points positifs. Vu du MS. Non, elle va laisser le parler. Elle va laisser le parler. Alors, et je vous dirai pourquoi. Oui, bien sûr. C'est logique. Au début, il y a eu un certain nombre de cas, une augmentation fulgurante du nombre de cas. Et si vous voyez la réponse est très tardive. Par exemple, je ne suis pas sûr que même Mbapelepe n'a pas été livré, je crois, 2 semaines qu'il avait été démantelé. Il a été livré, ça dit ça, c'est à la fin, lorsque le cas était déjà presque en stabilisation, qu'on a livré Mbapelepe par exemple. Orca, Yaoundé, même, je ne suis pas sûr qu'ils ont reçu 100 personnes. Vous voyez un peu. Donc ce qui fait que c'est le système de santé qui était déjà en place qui a encaissé. Et l'hôpital qui a, je crois, l'un des hôpitaux qui a le plus souffert de cette histoire, c'est l'hôpital à Quintini. L'hôpital à Quintini s'est vidé de tous ses patients pendant au moins 4 mois. Le directeur général a parlé de plus de 90%. Très bien. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment... c'est vrai que ça reprend un peu, mais l'hôpital à Quintini, par exemple, a souffert. Écoutez, on aurait même pu essayer de s'adosser sur le système de santé actuel, avec un meilleur management des ressources pour faire... Parce que dans les réflexions, on aurait pu faire quoi? La Quintini, c'est un grand hôpital qui a beaucoup de spécialistes et tout. Heureusement, il y a beaucoup d'hôpitaux de district aussi à Douala. On aurait pu au départ dire, voilà, on prend toute la Quintini comme hôpital Covid. Et on délocalise les hôpitaux, les structures, les services de la Quintini. On peut par exemple dire le service de chirurgie va à Dedo, le service de médecine interne va à tel endroit, le service et les patients, ça c'est bon, mon chirurgien, on m'a dit les chirurgiens, ils sont à Dedo, on va à Dedo. Ce qui fait que quoi? Mais là, ça doit aussi entraîner, je veux dire. Est-ce qu'ils ont des plaques? Voilà. Écoutez, ça aurait quand même été difficile. Moi, j'aurais Moi, j'aurais pensé, docteur,
que, bon, vu de Douala, je pensais logiquement à l'hôpital de Yassa, qui aurait pu être réquisitionné. Gynéco, c'était une proposition, c'était une idée. Vous voyez que si c'est que... En fait, l'idée était de spécialiser quand même. Je pense qu'on avait mis les Camerounais, les Camerounais qui veulent vraiment du bien de leurs compatriotes ensemble. On aurait pu gérer cette histoire avec à peine 25% de l'argent qu'on a dépensé pour gérer cette histoire. Parce que l'argent même qu'on a mis dans la Covid, docteur, toi, médecin, je ne suis pas sûr que 5% soit arrivé au personnel de santé. La plupart de l'argent est allé en infrastructure. La plupart de l'argent est allé dans des détournements. Non, on ne peut pas le dire. Je peux le dire parce que je vous ai, monsieur Dupita, vous avez retrouvé la trace du riz de Oka. Nous sommes sur un plateau. Je prends l'exemple simple. Vous avez la preuve que non, nous sommes sur un plateau de télévision. Nous sommes sur un plateau de télévision. Et je dis souvent que ce qui est dit ici nous engage. Donc il faut qu'on... Sans faire de la censure, il faut quand même que chaque chose qu'on dit ici... Vous avez la preuve que le riz de Oka a été détourné. Donc je peux vous retourner comme ça. Monsieur Dupita. Je sais que ça se dit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vraiment... Monsieur Dupita. Oui, allez-y, docteur. Monsieur Dupita, je pense que l'honorable Jean-Michel Nietzsche, vous avez des auteurs qui est quand même député de la nation, a présenté un certain nombre de données et a invité quiconque à les consulter pour faire un audit de la Covid. Et il ne faut pas être sorcier pour voir quand même... L'honorable Nietzsche a demandé à faire l'audit. Il n'a pas apporté des éléments. Il a demandé à faire l'audit à partir de certains éléments qui étaient déjà assez parlants. Il n'a pas besoin d'avoir tous les éléments pour avoir la suspicion légitime. Non, il n'a pas dit qu'il y a eu détournement. Il y a des suspicions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Monsieur Dupita, est-ce qu'on peut avoir la suspicion légitime quand même d'un détournement? Je suis d'accord. Très bien. Bon, on ne peut pas Très bien. Donc, nous pensons... On ne peut pas dès lors dire on peut pas dès lors affirmer tout de go qu'il y a eu corruption ou détournement. Monsieur Dupita, nous pensons humblement qu'il y a eu détournement. D'accord. Je pense que c'est notre point de vue. Et que si on veut nous montrer, si on veut nous prouver le contraire, qu'on fasse un audit clair de toute la gestion de la Covid-19, et je suis sûr qu'on pourra montrer qu'il y a eu détournement. Parce qu'il y a quand même des sommes qui sont avancées, qui sont quand même étonnantes. Vous voyez, si vous voyez l'argent qu'on a mis, par exemple, pour construire juste le centre de prise en charge de Mbappé-Lépé, c'est énorme, monsieur Njipita. Oui, c'est vrai dans l'urgence, mais c'est énorme. Je pense que, et même dans l'urgence, face à une pandémie, on fait appel à la solidarité nationale, où quelqu'un peut au moins faire les prix normaux pour installer les infrastructures pour la prise en charge de la Covid. Est-ce que le stade militaire, par exemple, je ne suis pas sûr que ce stade a été prêt un jour, hein? Le stade militaire, est-ce qu'il a été achevé un jour? Oui, il a reçu combien de patients, monsieur Dupita? Non, aucun, parce que c'était un centre d'accueil. Je crois bien, c'est comme ça que vous appelez ça, non? Très bien. C'est un peu de quarantaine. Oui, de quarantaine, et même des patients les plus délicats. Je crois que c'est là-bas qu'on avait installé non, les... Pour finir, je dirais que moi, monsieur Dupita, on va dire que peut-être c'est le MSI critique qui le dit, mais je dirais, moi, là je ne parle pas en tant que MRC, je parle en tant que médecin. D'accord. Je n'ai trouvé, dans notre réponse, j'ai une autre réponse parce que le gouvernement du Cameroun, c'est le gouvernement du Cameroun, nous sommes tous Camerounais. Dans notre réponse, je n'ai pas trouvé de point positif parce qu'on n'a pas répondu à temps. D'accord. Hervé. Oui, moi je reconnais le droit au docteur Kamdem de se tromper. Kwam, pardon. Franck Kwam. Il a le droit de se tromper. Vous comprenez? Il n'y a que dans certaines associations, on croit qu'on a raison à tous les coups. Mais moi, je vais lui expliquer que lorsqu'on accuse quelqu'un de quelque chose, on apporte la preuve. Écoutez, putain, je vais vous étonner. Il y a certainement eu des détournements. Et pas les médecins ou pas les fonctionnaires ou des gens impliqués dans cette activité. Parce que la situation d'urgence a permis à certains qui avaient cette nature d'essayer de capter quelque chose. Mais globalement, il est reconnu aujourd'hui que le gouvernement a eu le bon... Et vous ne direz pas sur ce plateau qu'il y a des détournements tant que vous n'avez pas... Non, attendez que je parle. Attendez, laissez-moi parler. Non, je dis qu'il pourrait probablement avoir ici et là quelqu'un... Elle ne vit pas déjà dans l'opposition. Non, d'accord, probablement, je suis d'accord. Vous pouvez me laisser parler. Allez-y. Je dis que probablement, il peut avoir ici et là quelqu'un qui détourne, je ne sais pas, une serviette hygiénique ou un masque. Vous comprenez? Mais ça ne fait pas de toute l'opération une opération qui n'était pas bonne. L'opération c'est considéré comme une bonne opération. Mais moi, je vais révéler maintenant un aspect peut-être qui ne relève pas beaucoup des médecins. C'est-à-dire que la perception que j'ai
en tant que manager, ça on ne peut pas me l'enlever, c'est qu'on a eu 3 moments dans cette histoire. Dans un premier temps, la communication, tout était autour du ministre ou du ministère de la Santé. Vous comprenez? Et du coup, on voyait le ministère de la Santé qui remettait les chèques au ministre de l'Enseignement supérieur, au ministre des Sports, au ministre de ceci. Et après, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait certes un centre de cohésion que se trouve le chef du gouvernement, mais il fallait que chacun joue que son rôle. C'est-à-dire que le ministère de la Santé revienne à sa stricte mission sanitaire de lutte contre la pandémie. Donc, ce moment a été. Mais il y a aussi un élément que je vais ajouter, peut-être qu'il a donné l'impression que le docteur Franck a émis ici, c'est que la communication n'était pas parfaite. Nous devons tirer les leçons de la communication de différentes actions qui ont été menées pendant cette période. C'est-à-dire, par moment, les gens parlaient, même ceux qui n'avaient pas qualité. Vous voyez qu'autour de cette table, j'évite de parler de ce qui touche la médecine. Mais quand il touche, par exemple, la prise de décision, le management d'une décision pour le résultat global, je revendique ce droit en tant que citoyen. Donc, la communication n'a pas toujours été d'une très grande cohésion, d'où les bégaiements. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un peut se lever et nous dire que le centre de quarantaine, Bapelépé n'a reçu personne, mais un autre va nous dire non, 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 moi j'ai été à tel moment. Vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des décisions qui n'ont pas été, mais c'est l'urgence qui nous a imposé cette façon de faire. Donc, venir dans un débat dire qu'il y a eu des détournements. Bon, moi, je peux lui poser la question aussi. S'il peut nous exposer, par exemple, l'état financier de l'argent que le MRC a récolté partout et qui se trouve dans des laveries, des blanchisseries privées de ces militaires. Vous n'avez pas la preuve de cela non plus. Donc je ne laisserai pas dire ça non plus sur ce plateau. Oui, docteur. Bon, disons qu'en ce qui concerne, on ne peut pas quand même dire que tout était noir. Absolument. Puisqu'il y avait quand même des points positifs. Moi, je relèverais au moins 2 points positifs. Le premier point positif est en ce qui concerne la prise de conscience sur le potentiel ou l'urgence de mettre en place une industrie pharmaceutique locale. Je pense que cette pandémie a été l'occasion pour les Camerounais. D'abord, moi je suis médecin, scientifique et tout, mais j'ai quand même, en tant que citoyen, apprécié donc ce regain d'intérêt pour la pharmacopée, pour les traitements locaux. On a vu plein d'initiatives dans ce sens, certains portés par des professionnels de santé, des médecins, des pharmaciens, d'autres portés par des profanes, des personnes, des prélats, tout un certain nombre de choses, et qui ont reçu l'aval à un très très haut niveau à l'échelle de la gouvernance du pays, qui ont été reçus par les hautes autorités de ce pays, qui ont donné leur onction. Peut-être c'est le mouvement n'ira pas très très loin, j'en sais rien, mais c'était quand même un bon frémissement. Et tout ça parce que un système de santé se développe aussi quand il a aussi une industrie pharmaceutique locale qui est importante. Donc, peut-être, j'espère de tous mes voeux que c'est peut-être un point de départ d'une prise de conscience qui va aller à peut-être financer beaucoup plus de laboratoires ou de centres de recherche des médicaments ou des solutions thérapeutiques locales. Nous avons par exemple l'IMPM, l'Institut des plantes médicinales. Je souhaiterais qu'il soit beaucoup plus soutenu. Nous avons plein de chercheurs qui se sont lancés là. Je souhaiterais qu'ils soient soutenus et encadrés. Le deuxième point positif, à mon sens, est celui également du fait qu'on ait remis la santé au cœur de l'agenda national. C'est très important parce que nous avons vu aujourd'hui, en fait, sur le plan institutionnel, l'une des personnes en vue, par exemple, c'était le ministre de la Santé, qui était vraiment au cœur, au charbon. Et on a vu les hautes autorités, le président de la République, signer des ordonnances, modifier le budget et tout ça là pour donner plus de moyens
au système de santé. Vous savez que le système de santé, excusez-moi toujours d'utiliser les termes médicaux, est sous-perfusé, est suffisamment perfusé sur le plan financier, parce que nous savons que nous sommes en dessous des 15% du budget de la conférence de l'objectif de la conférence d'Abuja. Et donc, cette pandémie a permis un peu de relever un peu le niveau de budgétisation, de financement du système de santé. Nous espérons que c'est un bon début et que pour les années qui viennent, nous allons garder le cap, nous n'allons pas redescendre en dessous et tout ça, nous allons fixer le cap parce qu'aujourd'hui, là, nous allons peut-être je crois qu'on va peut-être aller aux perspectives et tout ça là. Pour quand même question à Hervé. Oui. Donc ensuite, vous voyez encore, ça a encore remis la question de la CSU, la couverture santé universelle, au cœur du jeu. Et tout ça, nous avons vu certaines avancées notoires dans ce sens, parce qu'on a vu que cette pandémie aggravait la vulnérabilité et les inégalités d'accès, la fracture sociale. Donc la couverture santé universelle viendra également. Donc on ne peut pas quand même dire que tout a été noir. Oui, déjà, avant de parler des points positifs, les suspicions légitimes d'Hervé et de Franck, on le place. Parce que quand vous regardez les 2 milliards qui avaient été mis à disposition par le chef de l'État, vous les divisez par les 360 communes, on a à peu près à 5 555 000. Mais sur le terrain, on voit la distribution des seaux de colo dans certaines communes. Donc ça veut dire que c'est normal que les gens suspectent qu'il y a eu de forts détournements et des surfacturations. Il y a même une clinique qui n'a pas été une clinique où quand on voyait les factures là-bas, on avait l'impression qu'on vendait la vie là-bas. C'est comme si là-bas on vendait la vie. La santé coûte cher. Et on avait, non, je sais. Non, je l'attaque pas le corps. Là, vraiment, non, la santé coûte cher. L'oxygène, ça coûte cher. Vous ne pouvez pas demander la couverture universelle et pratiquer les prix. Parce qu'il faut justement cette couverture universelle pour pouvoir permettre à tous les Camerounais d'avoir accès aux soins de santé. C'était pas la faute de la clinique, c'était la faute de la couverture maladie des citoyens. Que les prix là-bas étaient comme si on vendait de la vie. À côté, on a vu l'esprit cupide des Camerounais parce qu'il y a des gens qui vendaient des faux médicaments. Rappelez-vous, il y en a des charlatans qui reçoivent les diplômes. Non. Il y a des gens. Non, je ne parle pas des médecins. Il y a des gens. Il y a des charlatans. Je pense que même le gouvernement avait dit que l'épidémie un malade leur coûtait 300 000 francs par jour. Non, si c'est comme ça dans un hôpital public, imaginez un hôpital privé. Donc, je pense que ça a été également un procès en sorcellerie fait aux professionnels de la santé. Et donc, je ne peux pas laisser... Je ne suis pas d'accord avec l'État a dit que ça lui coûtait... Il ne faut pas tarder. Non, il ne faut pas verser le bébé avec l'eau du bain. Non, quand même. Ces 300 000 l'État n'était pas un 300 000 subvention. La subvention existe quand vous sortez déjà l'argent de votre poche. L'État prenait tout en charge au niveau de ces 300 000. Mais dans cette prise en charge, l'État dit que la prise en charge lui a coûté par jour lui a coûté 300 000. Et vous ne déboursez pas d'argent. Imaginez des gens, si vous venez au privé. Vous déboursez déjà de l'argent et l'État mais ceux qui étaient pris en charge Covid dans les hôpitaux publics n'ont pas déboursé de l'argent. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Ça veut dire donc que le prix de la Covid pouvait être aussi à 300 000 francs, puisque vous ne dépensez pas de l'argent. Beaucoup. Mais vous avez vu qu'ailleurs, les prix étaient exorbitants. Dans la grande partie, la première partie de la maladie, dans les hôpitaux publics, beaucoup payaient au moins une partie de ce qui est dans les hôpitaux publics. Dans les bon, ça coûtait cher. On a compris l'autre chose qu'on a compris, au niveau de la communication, on a compris qu'il n'y a pas de coordination au niveau du gouvernement. Parce que la Covid-19, de manière triviale, a mis à nu tous les déficits du Cameroun sur le plan sanitaire, scolaire, managérial. On a vu un gouvernement qui tatillonnait. À un moment, vous voyez, tout était concentré au niveau du MinSanté. Le MINCOM était à côté. Le MINAT, lui, faisait le tour du Cameroun. Il était dans la propagande politique, etc. C'est qu'il n'y avait pas cette coordination. Et les Camerounais avait aussi, malheureusement, il y a toujours des agents de désinformation. Les Camerounais ne sont pas disciplinés. C'est l'autre chose qu'on a constaté. Les Camerounais ne sont pas du tout disciplinés. En Occident, quand on disait quarantaine, c'est la quarantaine. C'est vrai, ici, on n'a pas de confinement, mais on avait prescrit un certain nombre de mesures. On a mis les bars à 18h. Mais les Camerounais, le jour, la réouverture, c'est bien sûr. C'était la fête nationale. Et le virus venait à 19h. Avec la Donc, c'est des choses. Si on ferme le bar à
18h. Le virus, l'entrée du virus, c'était à 19h. Sauf la bière. Je peux vous le confirmer. Mais parce que c'est une mesure non dans les bars à l'intérieur, vous passiez à 20h, vous entendiez les voix à l'intérieur. C'est normal. Si le bar est ouvert jusqu'à 18h, les gars vont fermer. Aujourd'hui, ça fait rire. Non, aujourd'hui, ça fait rire parce qu'il n'y a pas eu l'hécatombe qu'on annonçait. Mais s'il y avait eu cette hécatombe, je vous parie que nous ne serions pas là en train de rire face à ces attitudes. Mais les bons points, il y a comme dans toute chose, il y a des bons points aussi. Le bon point, c'est qu'on a découvert que les Camerounais, on a des médecins de qualité. Ça, il faut féliciter le corps médical, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Les Camerounais ont montré une certaine solidarité parce qu'on a vu les interventions de beaucoup de médecins à l'étranger, même ici à de la diaspora. Oui, de la diaspora. Oui, de la diaspora. Oui, je parle de la diaspora sérieuse parce que vous savez que c'est un sujet délicat au Cameroun. Vous avez mon frère et toi et d'autres qui sont manifestés. On a vu la charge de travail qu'ils ont acceptée et c'est pourquoi moi j'appelais qu'ils aient des primes spéciales. Parce que le travail qu'ils ont fait pour l'État, on nous a coupé 2400. Oui, non, je le sais. Comme bonus. Le travail, pour nous féliciter. Pour nous féliciter de ce travail, on nous a coupé une prime de 2400. Là, c'est le message, j'ai dit que c'est qui passe. Non, donc c'est possible. On a au moins vu cela. Et on a vu qu'au Cameroun, quand on veut faire les choses sérieuses, quand on veut se battre pour la nation, pour sauver les vies, on laisse tout ce qui divise, on s'unit pour le bien-être des Camerounais. C'est pourquoi moi j'appelle toujours et toujours à l'union sacrée des Camerounais quand il s'agit de questions nationales. Hervé, sur les bons points, il n'y a pas que la santé, hein. Il y a d'autres secteurs sociaux qui... Sur les bons points, sous la conduite du gouvernement, notre pays a montré des capacités de résilience que nous ne pouvons même pas soupçonner avant. Y compris d'ailleurs dans le domaine sanitaire, avec les moyens qu'on avait. Et nos médecins ici ont exposé la fragilité de la carte sanitaire. Parce qu'à l'origine, on a conçu que c'est la médecine communautaire qui devait répondre à la question de santé au Cameroun. D'où la création du CUS. La formation de nos médecins tournait sur la communauté. Maintenant, on a commencé à spécialiser plusieurs. On a créé des gigantesques machines qui sont l'hôpital général et tout pour répondre. Mais là, le docteur Eto'o a mis le doigt. Il faut revenir à la médecine de proximité. Parce que la médecine gigantesque est surtout une affaire urbaine et d'une certaine classe. Deuxième chose, nous avons vu que nous avons des capacités de mobilisation qu'on ne pouvait pas soupçonner et d'aller droit vers l'essentiel. Mais maintenant, moi, je vais vous dire, je ne veux pas faire dans la démagogie. Je refuse la démagogie. Docteur, toi, le grand débat qu'il y a aujourd'hui pour l'après-Covid-19, d'ailleurs qui concerne le Covid-19, moi j'ai vécu dans un pays où ce débat a eu lieu il y a une vingtaine d'années. On était arrivé en essayant de marchandiser la santé par les thèmes de libéralisme, privatisation, et on réduisait les nombres d'hôpitaux, on fermait les hôpitaux et demandait à quelqu'un, vous voulez les lits? Moi j'ai fait venir une trentaine d'ambulances à l'époque ici, on fermait les hôpitaux. Eh bien, le Covid-19 vient de faire la démonstration que c'était beaucoup trop de liberté qu'on prenait avec le principe de précaution que vous avez énoncé tout à l'heure. Donc ça veut donc dire quoi? Vous défendez vos amis de la santé publique, de la médecine privée. Écoutez, dans un pays, si vous ne voulez pas accentuer les fractures sociales, et d'ailleurs parlant des élèves aussi, il y a un aspect de cette Covid-19, je fais une parenthèse, les enfants des parents qui ont à peu près les moyens suivaient les cours par correspondance, par télétravail, et ceux qui n'avaient pas les moyens, c'est eux qui ont pris le coup en plein. En plus du risque de santé, ils ont pris le retard, n'est-ce pas, culturel. Donc, moi, parmi les questions qu'on devrait aborder, c'est une question qui ne regarde pas que des médecins. Il faut faire asseoir autour d'une même table tous les partenaires sociaux au développement, de savoir quel est le coût de la santé et quelle médecine est adaptée à l'état actuel de notre développement. Vous ne pouvez pas, sous couvert du fait que vous avez fait quelques années de spécialisation à Bruxelles ou à Paris, venir ici dire que vous ne soyez que ceux que vous payez des millions. Et pendant ce temps, vous ne faites pas... il fallait aussi une réquisition. Je m'excuse, je suis pourtant libéral, mais j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites dans le milieu de la médecine pour tout le monde communautaire. Et tous ces médecins qui ont les blouses blanches, qui font des émissions, qui sont dans des associations privées, pour moi, ce sont des hommes d'affaires. Et ça a révélé cet aspect de la question qui est dangereuse.
chaque année, nous avions des statistiques, quand j'étais encore dans cette diaspora, il sortait près de 23 Camerounais médecins en France, chaque année, qui étaient formés là-bas et qui ne revenaient pas. Et là, je mets un point pour dire que la diaspora a eu une occasion qu'elle n'a pas assez exploitée pour démontrer au moins que le Cameroun est universel et qu'elle a toute sa place en venant en renfort à eux qui avaient cette histoire en pleine finale. Disons, oui, mais pas... Non, disons, Hervé, que il faut développer, il faut 2 axes pour développer la médecine, la santé au Cameroun. Il faut évidemment l'axe communautaire, parce que le peuple, en fait le petit peuple, a besoin de la médecine de proximité, a besoin des agents de santé communautaire, a besoin... Moi, j'ai été médecin-chef dans les districts de santé et tout. Moi, j'avais des agents de relais communautaires formés, et tout ça, qui allaient de maison en maison, qui partagent les antipaludéens, les vermifuges, un certain nombre de choses, si bien qu'on soignait 80% des gens chez eux. Donc, ils n'ont même pas besoin d'arriver à l'hôpital. Quand ils arrivaient à l'hôpital, vraiment, on essayait vraiment d'harmoniser ça, de gérer. Donc, on doit renforcer la médecine communautaire. Il n'y a même pas à discuter. Mais il faut également protéger et renforcer la médecine libérale. Parce que c'est la médecine libérale qui tire également le développement technologique vers le haut. Vous avez besoin les gens qui investissent, qui prennent leur argent, qui posent une clinique privée, ce n'est pas des philanthropes. Et tout ça, les gens qui vont installer un IRM ou un scanner à 200, 300 millions, ils ont besoin de rentrer sur un... être encadré. Oui, je ne refuse pas. On va y aller. Donc, il faut encourager l'initiative privée, et tout ça pour qu'elle puisse développer la médecine. Quelqu'un qui a appris la médecine sur robot et tout ça aux États-Unis, il faut qu'il vienne ici s'installer et tout. Maintenant, comme on le dit, il faut encadrer et tout ça pour qu'il n'y ait pas de dérive, mais il ne faut non plus dire comme ça, là, venir arracher les investissements des gens, dire on est en période Covid, voilà, et tout ça, on recrute sur votre hôpital, vous ne devez pas... Non, 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 vous ne pouvez pas. La clinique et tout ça, elle en a quand même souffert, elle a quand même fait 2 mois, 2 mois fermés. Il y a eu un incident. Oui, c'était difficile. Parce que je voudrais dire une chose, il faudrait qu'on fasse une étude. On doit faire une étude en fait sur la mortalité. Observer la période où les gens désertaient les hôpitaux et le taux de mortalité. Parce qu'en ce moment, les gens se soignaient où? Posons la question. Ils ne se soignaient pas. Justement, il faut faire attention à cette Non, j'ai posé la question qu'ils se soignaient où? C'est-à-dire qu'il faut qu'on étudie pour comprendre comment ça se passe. Est-ce que c'était le système de la pharmacopée, c'est-à-dire la médecine traditionnelle? Comment ils faisaient? Est-ce que le taux de mortalité en cette période-là a augmenté? Pour qu'on essaye de comprendre. Parce qu'on peut avancer comme ça sans comprendre les véritables raisons de notre système sanitaire. Comment on peut faire? Non, je pense que... Bon, moi, personnellement, pour ceux qui me suivent, je développe une thèse sur la question de la résilience africaine que j'appelle la thèse de l'immunité collective. L'immunité collective naturelle. Je pense qu'elle a, en plus des mesures gouvernementales, elle a beaucoup contribué. Elle a beaucoup contribué parce que des gens qui étaient dans des bus à 70, qui étaient dans les églises, qui étaient dans les marchés, qui étaient les églises étaient vides, mais les bars étaient pleins. Voilà, les bars étaient pleins et tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup. Je pense que l'Afrique a profité également de sa démographie jeune, peut-être de son climat, d'un certain nombre de choses, j'appelle aussi ça quoi, des immunités croisées, parce que avant le Covid, nous avions le palu et tout ça là, et on a trouvé dans beaucoup de choses que c'était les mêmes molécules qui sont le palu, on les retrouvait pour le Covid, on parle de chloroquine, l'artémisinine et un certain nombre de choses. Donc il y avait beaucoup de... Bon, on est encore en train de chercher. Donc l'Afrique a quand même bénéficié d'un certain nombre de facteurs favorables qui lui ont permis quand même de résister. Je pense également que on parlait des bons points tout à l'heure. Il faut qu'on étudie également ce côté-là. Avant de relancer justement, docteur, qu'on avait les perspectives, je termine avec vous. Je veux dire que la résilience, n'a pas été que sur le plan de la santé. Il y a quand même
C'est vrai, le JICAM a beaucoup crié pour ces entreprises. Et légitimement. Oui, non, je le concède, mais je veux dire qu'il y a quand même des éléments, des entités qui ont permis au Cameroun de garder ses repères en termes de solidité. Le caractère du Camerounais, et je suis heureux parce que je vais inverser les rôles. Le scientifique et toi a parlé comme un chef de village. Moi, je vais essayer de parler objectivement en vue de loin. Quand on met un scanner dans tout cela, on voit que les Camerounais sont capables de faire face à des attaques, même les plus violentes, et avec des capacités de résistance surprenantes. Parce que voilà, sur le plan économique et financier, j'ai eu peur. J'ai eu peur à un moment, je me suis dit, ah, on est là, on vient de voter un budget, et le budget que certains ne trouvaient pas beaucoup, on a tablé sur un taux de croissance, et comment on va faire? Ça va être la panne générale, c'est-à-dire c'est l'arrêt cardiaque. Et puis, la surprise est que dans cette histoire, c'est vrai qu'on a eu des secteurs sinistrés tels que la restauration, l'hôtellerie, les bars. Les transports même ont été touchés. Les transports ont été touchés. Mais l'État a bien réagi, peut-être pas assez, mais on a vu des secteurs qui ont montré une capacité de résistance encore supérieure. Je donne un exemple. Je fais un peu de politique. Lorsque Dieu aime le Cameroun, il fait des choses incroyables. Vous savez que cette histoire arrive juste au moment où la DIT, terminal de Douala, il y a ce débat là-dessus. Vous prenez les résultats. Pendant cette période, la gestion camerounaise a connu un développement incroyable qui a apporté des moyens. C'est-à-dire la justice de cette décision a été démontrée. Donc, nous avions des capacités. Il faut aussi reconnaître que le port autonome Douala est un exceptionnel manager. Il faut quand même... Merci, docteur. Merci. Quand je le dis en mieux que c'est mon la question du PITA est pertinente parce qu'il va falloir aussi que les observatoires, le GICAM et d'autres lieux sérieux s'asseyent pour voir quelles sont les choses qui nous ont permis de résister de cette manière et les développer. Mais en même temps, ça nous a enseigné aussi certaines humilités qu'on doit apprendre. L'État, et toi, le docteur, et toi le disais tout à l'heure, doit apprendre à vivre avec le secteur privé, à savoir que la chose publique est l'affaire de tous. Absolument. Et qu'on ne peut pas s'asseoir dans un bureau, prendre une décision verticale en disant, ça nous a appris beaucoup de choses et ça permet. Vous voyez, je rends hommage à un médecin qui est pourtant membre d'une association qui n'a pas versé l'argent collecté pour la pandémie. Vous revenez dessus. Non, c'est-à-dire je fais une distinction entre Franck, entre le docteur Franck Kamnem et Kwam. En plus, Kwam, c'est un nom qui m'est familier, parce que j'ai une tante qui était mariée à Samuel Kwam. Donc, je fais une distinction entre lui, le citoyen médecin, qui est sorti comme un combattant, et puis les engagements politiques, comme disait Paul tout à l'heure, ou les démagogues, parce que là, il y a des gens qui disaient qu'il suffisait que le président se trouva à Bamenda et le Covid-19 disparaissait. Vous voyez un peu le niveau de démagogie dans lequel on est tombé. Alors, donc, dans les perspectives, justement, et on va remettre en musique tout ce qu'on vient de faire. Le constat au départ, sur l'observation que chacun fait de la rentrée, ce qui nous a permis de tenir pendant ce Covid, ce qui n'a pas marché, justement dans les projections. Partant de tout ça, quel est le tableau qu'on peut dessiner? Merci. Avant de répondre à votre question, je pense que je dirais à M. Emmanuel comme que les Camerounais ont pu voir d'eux-mêmes la gestion des fonds collectés dans l'initiative Survie Cameroun, qui a essayé de toucher le maximum de Camerounais possible et en passant, il y a encore de l'argent. Donc on va encore utiliser pour aider les Camerounais dans le futur. Très bien. Ayant dit ceci, je voudrais qu'on recentre un peu le débat, parce qu'on est quand même là sur rentrée scolaire et Covid-19. Alors, on fait d'abord l'état des lieux. La première chose, c'est ce qui risque de nous perdre, c'est la cacophonie gouvernementale. Parce qu'il n'y a pas une cohérence dans ce qu'on fait. On ne peut pas dire qu'on va mettre 50 élèves dans une classe et 70 personnes dans un bus, dans le même temps. On ne peut pas dire aux gens d'aller au snack et demander aux élèves de respecter la distanciation. Ces mêmes élèves vont à l'église le dimanche et sont serrés. Comment vous voulez qu'ils intègrent qu'il faut toujours avoir une distanciation sociale? S'ils sont à l'église le dimanche, étant serrés, ils auront tendance à aller se serrer même à l'école. Je pense que
lorsqu'on décide de prendre un certain nombre de mesures, il faut que ce soit cohérent pour que, quel que soit l'endroit où la personne se retrouve, qu'il sente qu'il y a une continuité dans les mesures qui sont prises, qu'il sente que la Covid-19 n'a pas disparu et que quel que soit l'endroit où il se trouve, il y a toujours ces mesures qui sont respectées. Combien de magasins aujourd'hui vous exigent de vous laver les mains avant d'entrer? Ou bien certains ont juste le seau, il n'y a même plus d'eau à l'intérieur, il n'y a plus de savon. Oui. Nous vivons, monsieur Nemec, je suis Camerounais. Il y a des militants du MSC qui font ça. Très bien. J'espère que vous nous emporterez la preuve. Ça, c'est le politique. Donc, vous voyez combien de magasins vous exigez de laver les mains, vous exigez de nettoyer, vous m'avez une solution hydroalcoolique. Donc, cette absence de cohérence dans le déploiement du gouvernement risque de faire que les enfants, même à l'école, même si dans la classe, on réussit quand même à les mettre 50 en respectant la distanciation, que dans la cour, ce ne soit pas le cas. Est-ce qu'on s'est assuré que dans les cantines, on a mis des mesures pour que les enfants, lorsqu'ils viennent à la cantine, soient à 1 mètre les uns des autres? Et même si c'est le cas, est-ce qu'il y aura assez d'espace pour que les enfants, en un court instant, parce que la pause ne sera pas longue, vu que la journée est divisée en deux, en un court instant, puissent manger tous en respectant exactement ces mesures? Est-ce que dans la cour, on va s'assurer que les enfants aient toujours leur masque? Est-ce qu'on va s'assurer qu'ils ne s'agglutinent pas? Vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas réglées. Mais à côté de ça, lorsqu'on voit le profil épidémiologique, je crois que le docteur Etoa sera d'accord avec moi, les enfants sont très peu touchés. Mais ils sont asymptomatiques par définition, docteur. J'ai dit les enfants sont très peu touchés. Ouais. C'est vrai qu'on a quand même un enfant de, je crois, 16 ans qui était décédé ici. Ah. Oui, à l'hôpital gynéco-obstétrique, je crois 16 ans ou 18 ans. Mais en général, chez les enfants, même le nombre de cas graves est très bas et le nombre de décès est encore plus bas. Ce qui fait que, est-ce qu'on ne pourrait pas, avec cette réflexion, se dire, voilà, est-ce que pour les enfants, on n'aurait pas... Et je crains même que même 50, ce soit impossible. Parce qu'il y a des établissements où il y a 172 élèves dans une classe de 6e. Comme un lycée que j'ai cité ici. Vous voyez un peu. Ça veut dire même seulement les 6e, si vous les prenez seuls, juste les 6e, et que vous décidez de mettre 50 élèves, vous risquez de prendre la moitié d'établissement juste pour les 6e. Il y a 4 millions d'élèves en secondaire. Vous voyez que c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on ne va plutôt évoquer des pistes de réflexion dans le sens où on peut essayer d'augmenter le nombre d'enfants qu'on peut mettre dans une classe, mais avec des mesures d'alerte très fortes, de sorte que chaque chef d'établissement a une structure sanitaire rattachée. Au moindre cas suspect, on vient dépister avec les tests antigéniques qui sont plus rapides aujourd'hui. Si c'est positif, on met le maximum de personnes en quarantaine, on surveille les symptômes parce que heureusement la plupart seront asymptomatiques, donc on les surveille adéquatement parce que je pense même que les enfants, dans cet établissement, c'est les enseignants qu'il faudra le plus protéger. Oui, parce que ce sont eux qui sont plus âgés. Les enfants sont que les véhicules. Les enfants, la plupart du temps, vont faire des formes asymptomatiques. Je pense qu'il faut qu'on fasse asseoir la communauté scientifique, la communauté éducative, pour essayer de trouver des pistes de solutions, pour aussi voir. Et j'aimerais pas que dès le début comme ça, on décide que toute l'année sera en mi-temps. Parce qu'il faut qu'on observe l'évolution après le premier trimestre. Est-ce qu'on peut revenir au système normal pour permettre aux enfants d'avoir le maximum d'heures de cours, pour pouvoir aussi avoir le maximum de données? Donc c'est toujours ce qu'on demande à ce gouvernement, mettre les Camerounais ensemble pour qu'on réfléchisse ensemble à comment améliorer les conditions de vie et les conditions de santé de la population. Ils vont vous faire partir. Bon. Ok. Bon, moi je pense que les perspectives du Covid-19, le Covid-19 offre une belle opportunité au Cameroun de repenser son modèle éducatif. Pour moi, bon, il y a déjà, en termes de perspective, sur la question, déjà le fait de contenir, comment on va contenir le Covid-19. Évidemment, il y a des questions de distanciation sociale. Vous savez bien que j'avais fait publié une tribune en avril où je proposais, déjà au cœur de la pandémie, quand la pandémie battait son plein, j'avais proposé un certain nombre de mesures de distanciation sociale pour sauver l'année scolaire
qui menaçait d'être blanche. J'avais proposé ainsi l'école à mi-temps, qui revient aujourd'hui, ou l'école alternée, c'est-à-dire qu'un groupe vient aujourd'hui, un autre groupe vient demain, ou l'école segmentée, c'est-à-dire qu'on éclatait une salle de classe en plusieurs, tout ça. Donc j'ai été, bon, moi je pensais que mes propositions étaient quasiment mortes. J'ai été très surpris qu'elles puissent ressurgir à la faveur de cette rentrée scolaire. Je ne sais pas, peut-être que c'était une bouteille d'eau à la mer qui allait échouer. Qui est arrivé à Donc voilà. Mais il y a également le Covid-19 est également une opportunité de réinvestir dans l'hygiène scolaire. Et je vous dis, réinvestir dans l'hygiène scolaire, ce n'est pas seulement se donner bonne conscience, c'est également très rentable. Alors, je vous prends un cas, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont prouvé, on a fait des études expérimentales, où dans des écoles, on a mis de l'adduction d'eau et du savon. Et à la fin, les élèves et tout ça les utilisaient, et on a constaté que le taux d'absentéisme avait chuté. Absolument. Parce que les enfants n'étaient plus malades, hein, il n'y avait plus de diarrhée, il n'y avait plus les maladies du péril fécal, et les enfants venaient à l'école, et donc il y a eu un gain de la productivité. Donc investir dans l'hygiène, c'est très rentable. Et donc on peut mettre aujourd'hui des programmes comme ça en place. Moi j'aurais pensé que pour le gouvernement, aurait pris comme mesure, c'est-à-dire pour qu'une école rouvre, on devait voir son dispositif d'adduction en eau. Ça peut être par la camouata, ça peut être par les forages, ou alors par les fûts et tout. Les deux. Et les fûts, on aurait mis, on a dit que l'inspection des écoles et tout ça serait venu. On dit, bon, on vérifie, est-ce que devant, à l'entrée de l'école, il y a ce dispositif? Quel est l'état des toilettes hospitalière? On a beaucoup d'enfants, surtout des jeunes filles, et tout ça là, qui ont beaucoup d'infections urinaires parce que les toilettes des écoles ne sont pas salubres. Donc, on devrait surveiller ça. C'est tout simplement des mesures. C'est-à-dire que l'État n'a pas investi un franc CFA. Il y a les APE, il y a des promoteurs privés. C'est un capital. Non, en fait, il faut une école privée. Et tout ça devrait tout simplement, avant qu'elle soit autorisée, on vérifie si elle est fournie de l'eau, on vérifie si elle est fournie du savon, on vérifie l'état des toilettes et tout ça. Donc, et maintenant, une autre perspective est justement la question de l'éducation pour la santé. Parce que nous, quand on était petits, nous avions des cours de morale et d'éducation. On enseignait, on venait, on regardait vos ongles, on regardait les bucco-dentaires et tout. Aujourd'hui, on pourrait utiliser le prétexte du Covid pour réintroduire des cours d'éducation civique et tout ça, où on parle de l'hygiène. L'hygiène des mains, l'hygiène des dents, l'hygiène des vêtements et tout. Si vous utilisez seulement 10 minutes par jour, vous instituez, vous installez des très bonnes habitudes. Et quand vous installez des habitudes chez des citoyens assez tôt, ils ont tendance à les garder toute leur vie et à les répercuter sur les enfants. Un autre point que j'aimerais aborder, où je vais prendre totalement à contre-pied les autres panélistes qui ont parlé des questions des horaires. Alors, moi, je pense que le Covid-19, sur le plan scolaire, est également l'occasion de repenser une question qui n'a jamais été abordée dans le système éducatif camerounais, qui est celui des rythmes scolaires. Alors, vous savez bien que, ici, à ceux qui suivent l'actualité en France, la question des rythmes scolaires est une question très capitale. Et il y a eu des grèves, des ordonnances, des réformes, des ministres de l'éducation qui se sont succédés en France, qui ont voulu aborder la question de la réforme des rythmes scolaires. C'est-à-dire, quand les enfants doivent aller à l'école, quand ils ne doivent pas aller, parce que c'est fondamental. Vous savez que sur la question, ils ont, comme le docteur Kwame nous dit, ils ont mis sur pied un certain nombre d'intelligences, des pédagogues,
des psychologues, des pédiatres, des chronobiologistes qui ont pu déterminer le temps idéal pour lequel un enfant, et ça devrait apprendre. Vous savez bien qu'un enfant est très productif, a des capacités d'attention, c'est très prouvé. Par exemple, dans les horaires à 10h30, 10h30 et midi, et également entre 14h et 17h. D'accord. Donc, je vais terminer. C'est fondamental parce que, vous savez, peut-être aujourd'hui on dit que ça fait 20-30 ans que le niveau scolaire a baissé. Qui nous dit que ce n'est pas parce qu'on avait abandonné le rythme scolaire de l'époque, non, de l'époque qui était, on venait à l'école le matin, après on venait le soir, parce que ce sont quand on revoit, ce sont des périodes également où la capacité maximale d'attention est également très forte. Comme le temps nous imparte, je n'ai pas le temps de les perspectives. Je vais essayer d'être télégraphique et synthétique. Nous avons vu que, en ce qui concerne l'hôpital lui-même, il faut un développement des infrastructures pour prévenir ce genre de situations qui ont montré la limite de nos capacités d'accueil. Mais ça, c'est une question mondiale. Mais nous devons, comme le docteur disait, poursuivre le développement des infrastructures sanitaires, surtout ne pas abandonner l'objectif d'une médecine de proximité avec les centres de santé. Mais la même question se pose aussi concernant les écoles. Moi, je suis président du conseil d'établissement. Je peux vous dire dans quel état les enfants arrivent. Il y a des enfants qui arrivent le matin qui ne sont pas lavés, ils n'ont pas mangé, ils ont chez les parents qui se sont battus la nuit, ils n'ont pas assez dormi et qui arrivent. L'école est devenue comme une espèce de réceptacle de plusieurs démissions externes. Aujourd'hui, si nous voulons armer l'école pour faire face encore à des situations comme celle-là, il faut impérativement réintroduire et dynamiser la santé scolaire et périscolaire. Quand j'étais enfant, nous avions des infirmières qui venaient nous voir à l'hôpital. On nous vaccinait, on nous mettait en rang pour nous vacciner. Et il a parlé tout à l'heure de l'hygiène. Qu'est-ce que les enfants mangent dans la cour de récréation? Comment ils vont? Ils ne sont pas seulement des simples porteurs de virus, comme c'est le cas. Mais il y a donc, moi, je pense que cette histoire de Covid-19 doit permettre à ce qu'on remette autour de la table la famille de l'éducation pour repenser. Je suis personnellement contre l'école à mi-temps, sauf si c'est une contrainte des capacités d'accueil. Je voulais répondre. L'école à mi-temps, moi j'ai fait ça puisque nous au collège, en fait, ça, quand on avait ce système. Mais ce système, ce que le docteur, toi, je ne me passe en question, mais ça c'est un inconvénient, c'est que quand vous rentrez à la maison, vous rentrez à 18h, il y a une certaine fatigue physique que vous ressentez. Je vous dis la vérité. Nous, on l'a fait. Ce qui fait qu'à 20h où vous vous levez, vous sentez encore fatigué, vous venez, vous avez le temps de manger, le temps d'étudier. Vous voyez que la digestion même n'est pas facile. C'est plus le week-end. Et le week-end, vous avez les répétitions, vous avez ceci, vous avez etc. Donc, ça a un avantage comme ça aussi, un inconvénient. Là, je le dis pour avoir fait cette expérience. Mais une autre chose que je voulais dire, c'est les établissements privés. Il faudrait que l'État commence à mettre un œil sur le système d'établissement privé. Parce que libéraliser ne veut pas dire donner la possibilité de libérer. Non, ça ne veut pas dire le désordre. Justement, parce qu'il y a un problème actuellement des établissements privés jusqu'à présent. Savez-vous que les enseignants des établissements privés n'ont pas eu de salaire depuis la période de mars ou de avril? Pourtant, ils ont reçu tous la 3e tranche du dernier trimestre, mais ils n'ont pas payé les enseignants. Ça veut dire qu'on a y compris dans les écoles confessionnelles. Oui, bon, c'est toujours privé. Dans les écoles des églises. C'est toujours privé. C'est toujours privé. Par contre, l'État, lui, il a pris sur lui de continuer à payer son personnel. Ça veut dire qu'il y a un problème social au niveau de l'enseignement. C'est des choses sur lesquelles nous devons réfléchir pour régulariser, de telle sorte que quand il y a un problème d'ordre national, comme celui-là qui se pose, qu'on n'ait pas les uns qui bénéficient d'un système et les autres qui soient lésés. C'est pourquoi il faut même peut-être aussi des états généraux de l'enseignement secondaire. On va de l'école, l'éducation, je veux dire. On a demi-heure pour aborder le deuxième thème. Vous avez peut-être un dernier mot, puisque vous n'allez pas faire le deuxième thème avec nous. Mais je vous permets. Il est agréable. Docteur Franck, oui, pardon. Docteur Franck, mon dernier mot serait déjà, je vais souhaiter beaucoup de courage aux parents. D'accord. Et comme le grand frère Emmanuel, comme l'a dit, évitons que les parents évitent de démissionner. L'école, ce n'est pas l'école seule qui éduque le parent. La maîtresse a
parfois, les enseignants, par exemple, au collège ont parfois 200 élèves à tenir. Ils ne peuvent pas suivre chaque élève de manière individuelle. Donc, que les parents essayent à leur tour de jouer leur rôle. On sait que ce n'est pas facile de joindre les deux bouts. Je crois que la rentrée, si vous recevez même doigt là, c'est un peu timide parce que les gens n'ont pas les moyens. Mais il faut éviter d'émissionner, même seulement rappeler à l'enfant qu'il faut qu'il étudie. C'est déjà quelque chose. Les bons comportements, ça commence à la maison. L'école n'est là que pour renforcer ces bons comportements acquis-là. Donc, beaucoup de courage aux parents et on appelle l'État à appeler tout le monde autour de la table pour réfléchir à comment... C'est vrai que le calendrier a été fait, mais on peut l'améliorer au fur et à mesure. C'est comme un budget de l'État qu'on a revu, je crois, au cours de cette année. Merci à vous, docteur Franck Ouam. Je précise que vous avez choisi de ne pas faire le deuxième thème ce soir pour des questions de stratégie interne à votre parti. Vous avez décidé de ne pas commenter, ça n'a pas besoin de commentaire rêvé. Si ça a besoin, vous avez décidé de ne pas commenter l'actualité sur les régionales, privé de ses droits. Transition, c'est pas possible. Et on revient sur le plateau pour la deuxième partie. Alors, le docteur Franck va nous quitter, je l'ai dit. On va donc essayer de faire un zoom pour cette dernière demi-heure qui nous reste sur les prochaines élections régionales. Vous le savez, le 6 décembre prochain, le Cameroun va donc vivre ces élections-là. Et puis, les Cameroun a déjà validé les listes de candidatures, rejeté certaines. Mais manifestement, on y voit, c'est l'une des premières lectures, tout au moins pour ce qui concerne les candidats du RDPC, le retour d'un certain nombre de classiques, anciens ministres, anciens directeurs généraux, hommes d'affaires, bref, des personnes qui certes ont déjà fait leurs preuves, mais pour certains donnent l'impression, ou du moins suscitent un grincement de dents pour les youths. Déjà, la liste des Cameroun a été publiée. Je crois que ce n'est que la publication parce qu'il y a souvent le contentieux préélectoral qui peut avoir lieu, donc on peut tout rejeter. Vous avez parlé du RDPC. J'avais dit dans un média que lorsque les régionales viendront, je pourrais mettre ma main au feu, qu'on appellerait les gens comme Pokosine Doumbé. Lui, peut-être, on ne l'a pas rappelé, mais on a rappelé des gens qui sont proches de Bœuf. Dans ce sens-là, c'était une façon de dire quoi. Comme on l'avait vu pour les sénatoriales en 2013, c'est le même scénario qui vient, c'est-à-dire on prend les gens qui étaient déjà à la retraite, on les rappelle, on dit que bon, voilà, il faut gérer. Pour les régionales, c'est un avantage, comme c'est aussi un inconvénient, comme c'est aussi un avantage. Parce que quand vous regardez la liste du RDPC, déjà, je dis à tous ceux qui nous regardent, l'élection avant la convocation du collège électoral, le RDPC a gagné au niveau national. Parce que quand vous perdez les municipales, il est difficile d'aller gagner l'élection régionale. Au vu, je crois qu'ils ont déjà 32 départements où ils ont gagné. Pardon? 34, voilà, 34 départements sur les 58 où ils ont déjà gagné. Maintenant, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'on doit regarder le profil des hommes. C'est pour ça que vous avez parlé justement du Zoom. Quand je prends une liste comme celle du Vouré qui est portée par M. Camille Kindi, c'est quand même quelqu'un qui était... Qui vous a dit que c'est lui le peuple qui porte? Non, moi je parle de la liste que j'ai vue selon le classement. Je le sais dans le classement, sauf si vous venez m'expliquer que ce n'est plus un système, puisque l'élection, il y a quand même un classement. Je parle selon la publication qui a été faite. C'est dans le préséance. Oui, c'est là, bien sûr, puisqu'il y a le système de proportionnel. Et je crois que cette élection n'aura même pas le système de proportionnel, parce que quand vous observez bien la carte politique au Cameroun, vous allez vous rendre compte que par département, puisque le scrutin va se passer par département, vous allez vous rendre compte que par département, il y a des partis politiques qui ont beaucoup de communes par rapport à d'autres. Donc, ce qui fait qu'ils auront une certaine prééminence. Il y a des profils comme le sien, il y a d'autres, on a parlé tout à l'heure d'Alphonse Bibé. Moi, c'est un cas qui m'a un peu choqué parce que je n'aimerais pas qu'on crée un délit de fraternité. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous excluez un candidat parce que son frère est ministre. Non, il faut arrêter ça. Il est d'abord un militant de son parti. C'est la raison de son Non, c'est la raison qui a été évoquée. Bon, toujours par vos camarades sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont évoqué. Ils ont parlé de M. Pierre Liodok, toujours dans la Sanaga maritime, parce que son épouse serait mère. Il faudrait qu'on n'ait pas ce genre de pratique, parce que ce ne serait pas bon qu'on crée des délits là où il n'y en a pas. Quand les gens sont militants de partis politiques, ils le sont. Pour revenir au zoom des profils, je pense quand même que
pour une fois, même si le RDPC a amené certains ancêtres, le RDPC a quand même fait l'effort d'aller chercher quand même des gens qui ont une certaine compétence, il faut le reconnaître, qui ont déjà eu à faire leurs preuves. Vous avez le cas de M. Luinda qui était à la Sociucam. Vous avez, j'ai même vu avec surprise des gens qui ne sont pas des hommes politiques mais qui sont des hauts cadres connus comme M. Patrick Elon que j'ai vu sur la liste de Douala 4. Vous avez le professeur Koyok ici à Douala 2 qui est sur la liste. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont un certain background. Il n'y a pas que le RDPC, il y a le PCN, non, il y a le non, DC, je vous dis, je commente d'abord les listes du vainqueur. Parce que le conseil régional sera géré. Pour vous donner les résultats des élections. Non, ce n'est pas donner les résultats. Moi, je ne fais pas politique fiction, je suis réaliste. Il dit que la discipline du parti va imposer que les quand on regarde le scrutin, c'est-à-dire département par département, vous allez vous rendre compte que dans le NUN, c'est l'UDC qui va gagner. Dans l'Union Kélen, ce sera le PCN. Vous allez voir l'UNDP aura, je ne sais plus dans quel département, je crois, dans la Dama ou au Nord. Il aura aussi ses conseils régionaux. Mais le reste des partis politiques ne seront quasiment inexistants dans les conseils régionaux, puisque l'élection se passe département par département. Donc, de ce fait, je préfère parler du RDPC parce que c'est eux qui vont diriger. Et s'ils dirigent, il faut donc qu'on sache qui va nous diriger. Le PCN aura ses conseillers régionaux, l'Union Kélen, nous de l'opposition, on peut s'en réjouir. Mais maintenant, comme c'est le RDPC qui sera majoritaire, non, vous croyez que j'étais où? Non, bon, je vais juste terminer par là. C'est pour dire que ces profils, on doit voir. Mais le problème qu'il y a, je le dis toujours, ce n'est pas les hommes, c'est le système, c'est-à-dire le contenu qu'il y a dans les régions. Vous pouvez prendre une équipe de football, vous mettez Cristiano Ronaldo, Messi, Toni Kroos, Sergio Ramos, Benzema, qui vous voulez. Mais si vous leur donnez un mauvais ballon, pas les règles, si vous leur donnez un mauvais ballon qui est percé, ne vous attendez pas à une qualité de jeu qui soit à la hauteur de leur talent. Donc il faut que les régions aient un contenu valable pour permettre à ces hommes-là qui ont déjà fait leur preuve ailleurs de bien gérer les régions. Amour, sur les régionales, ça vous inspire? Bon, Une fois que vous ne parlerez pas de seringue. Bon, je suis médecin, c'est vrai, mais je suis un citoyen. Donc, bien que n'étant pas impliqué directement dans la politique, j'observe également, comme tout le monde, l'évolution du processus démocratique, politique dans notre pays. Donc pour moi, les régionales, c'est plus le processus qui est intéressant, c'est-à-dire celui où on met en place l'un des chaînons manquants du processus de décentralisation au Cameroun. Nous avions déjà des communes qui étaient bien mises en place, il manquait les régions. Je pense également, si j'ai bien lu le code de la décentralisation, il y a également des structures, par exemple, qui pourraient se mettre en place telles que les syndicats des communes. Donc, ce sont autant de structures comme ça qui vont impacter sur la décentralisation qui m'intéresse. Maintenant, sur des questions des choix des hommes, ça relève de la politique politicienne, des choix du moment, des jeux d'alliance, des rapports de force, des rapports de pouvoir. La politique n'est pas une cour de récréation ou une église ou parce que vous avez bien prié et on doit exaucer vos vœux. Il faut, même si vous avez de bonnes intentions, il faut aussi apprendre à construire les alliances. Donc pour moi, ce n'est pas un débat de vieux contre les jeunes ou tel contre tel. Donc j'observe tous ces ce jeu d'alliance. Je suis content de la vitalité avec laquelle le processus politique se déploie. Même ceux qui ne sont pas partants dans le jeu, je vois aussi comment ils impactent à leur niveau sur la vitalité du jeu politique. Donc c'est un moment tout à fait intéressant que l'observateur politique à distance que moi que j'apprécie. Alors Hervé, à l'issue des élections de proximité, c'est-à-dire municipal, notamment, et puis un peu législatif, on a quand même pu voir que le RDPC a réuni tout un conseil de discipline, un comité de discipline, pour rappeler à l'ordre ceux-là qui n'ont pas respecté la discipline du parti. Ces élections, on observe aussi qu'il y a un retour, on l'a dit, des caciques, ce qui ne fait pas toujours des heureux dans le parti. Est-ce que finalement, la bombe ne se trouve pas dans votre propre camp, tout au moins pour ces régionales? Il faudrait d'abord qu'on soit d'accord sur quelques principes.
vous posez là une question qui est centrale et on ne pourra pas faire l'économie de la réflexion, de réponse à apporter à cette question. Les régionales qui auront lieu le 6 décembre, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé avec les élections municipales. Et donc, ça va structurer toute la politique de décentralisation. Quand je l'ai dit, c'est pour dire à certains de mes camarades que les régionales ne vont pas être des sous-structures ou des structures gadgets. Ça fait partie des éléments essentiels de la politique du président. Pourquoi? Parce que ça va permettre une accélération du développement, ça va améliorer la gouvernance et ça va même booster l'économie. Si on y met quelque chose de sérieux dedans. Je vous ai écouté tout à l'heure, mais je sais que vous faites partie de ces églises de réveil que n'écoutent pas les autres. Donc, si mes camarades, certains de mes camarades, parce que ce ne sont pas tous les camarades, ont, pour certains, voulu transformer les régionales comme un énième tour de rattrapage pour ceux qui n'ont pas eu de place dans les autres élections. Et du coup, ça fausse le casting. Comme moi, je suis discipliné, en plus, je ne vais pas commenter quelque chose qu'on va parler en interne. Donc, monsieur tout à l'heure a mis le doigt dans quelque chose d'essentiel. Pour que cette régionalisation soit vertueuse et un succès, il faut des hommes, des femmes de qualité. Et donc, quand on écarte certains qui présentent des présomptions, des garanties de qualité, pour mettre au détriment certains qui ne peuvent même pas lire un bilan, il y a un problème. Vous comprenez? Ça devient quelque chose qui peut être discutable et qui ne favorise pas le dynamisme. Ça veut donc dire que certains ont réduit cela à une agence de distribution de positions sociales à quelques liens et ce n'est pas bon. Donc moi je voudrais rappeler ici que des hommes et des femmes de qualité ne doivent pas souffrir d'une exclusion dans une élection parce qu'ils auraient des liens de parenté. Il n'y a pas de délit de parenté. Si vous croyez que si on devait réfléchir comme ça veut dire que John Kennedy ne devait pas nommer Robert Kennedy ministre de la Justice. Ça veut dire que l'un des fils de Mitterrand, qui est un très grand député, ne devait pas être député de la Gironde pendant que son père était président, y compris d'ailleurs. Et ça veut dire que toute la famille Trump qui se trouve à la Maison-Blanche. Non, il faut prendre les gens dans leur qualité avec les bilans qu'ils ont. Et donc, bon, la sélection, il y a toujours quelque chose à redire. Mais je pense qu'il va falloir que très rapidement, on corrige cette impression parce que à certains endroits, vous trouvez des gens qui ont des liens de parenté. Et c'est pas bon. Vous comprenez? Donc, je vous relance. Moi, je termine là-dessus. Lui, il a commenté, vous parlez du RDPC. Nous, on a préparé ces élections depuis toujours. Et le 6 décembre, ça va être simplement l'aboutissement d'un travail. On le fait sans arrogance. Mais, je dis à mes camarades, ce n'est pas une agence pour trouver des occupations à ceux qui n'en ont pas. Il faut que ceux qui vont travaillent. Parce que quand on va mettre en place les conseils régionaux, plusieurs pouvoirs qui sont aujourd'hui à la mairie vont être transférés. C'est une structure de développement. Il faut avoir des gens qui maîtrisent. Non, les pouvoirs à la mairie ne vont pas être transformés. C'est ça que je voulais dire. Docteur, vous permettez que je termine mon propos avant de me couper. Mon âge ne vous autorise pas à me couper quand vous ne m'avez pas bien entendu. J'ai dit, certains pouvoirs qui sont gérés par les maires de ville, en domaine par exemple de l'économie et tout, relèvent de la région. Vous comprenez? Même là, c'est pas... C'est bon. Bon, je comprends la question. C'est vrai que je comprends. Je vais parler en français facile. Aujourd'hui, le maire de la ville de Douala a jusqu'à ce que les régions se mettent dans son quotidien des possibilités d'agir sur, par exemple, certaines infrastructures, mais qui vont relever de la région. Exact. D'accord? Je comprends. Je parle en français facile. Et il y a des responsabilités dans le domaine, par exemple, du développement économique, culturel, qui sont confondues avec les responsabilités, voire même des maires de communes, d'arrondissement, qui vont être en fait des responsabilités, la prérogative de la région. Ça pour dire que la région va être une structure très importante. Prenez par exemple le littoral, pour parler sur moi. Le littoral, quoi que l'on dise, va représenter au bas mot plus de 300 milliards annuels d'activités, d'investissement, de classement. Plus de 500 même, parce plus que de 500, notre PIB, on produit 3090 milliards de PIB. Donc le littoral, vous croyez qu'on va, s'il vous plaît, vous croyez qu'on va confier la gestion de cela à des gens qui n'auraient pas l'esprit? C'est vous qui choisissez ces gens-là.
Bien sûr. Oui, Moi, j'ai même l'impression d'avoir un opposant en face de moi. L'impression que c'est parce que depuis aujourd'hui, vous avez vu, il a critiqué le gouvernement sur la gestion du Covid. Monsieur, vous êtes sympathique, moi je crois que vous dépassez les bornes. Pourquoi? Parce que en le disant même sous un ton plaisantin, alors que le débat est sérieux, vous faites passer les militants du RDPC comme les gens n'ayant pas de cerveau. Non, pas du tout. J'ai une expérience professionnelle et une expérience de longue vie dans ma courte vie qui fait que je peux m'autoriser à dire ça on peut mieux faire et attention. D'accord, Non, je suis parfaitement quand vous dites d'accord. ça, Non, en fait, c'était vous pour n'avez dire pas le monopole. C'est pour dire que quand nous le disons, vous voyez, le gouvernement, la République, ceux du pouvoir, ils estiment que non, c'est parce que nous sommes le Venez à nos réunions, Pourtant, vous vous verrez voyez qu'on parle que plus de que vous. manière, nous sommes en harmonie sur les idées. Maintenant, concernant vous vouliez me poser votre question sur les régionales. Il a dit des choses qui sont intéressantes. Intéressantes ou pertinentes? Normal. Peu non, intéressant et pertinent. Les régions, en fait, par exemple, la mairie d'arrondissement s'occupe de l'école primaire. Ça, c'est dans le cas de la décentralisation. La mairie de ville, jusqu'à présent, il n'y a pas une vraie décentralisation en termes de moyens. Par contre, les régions peuvent construire des lycées. Voilà. Plus tard, c'est des lycées, ce genre d'infrastructure, vous voyez un peu. Donc, c'est dans ce sens qu'il voulait aller. Parce que Roger, lui, il a compris, c'est vrai, parce que les propos qu'Eva utilisait, c'était comme si la mairie était au-dessus. Exactement. Non, j'ai dit transférer, ça veut dire que la région va être au-dessus. Il y a un certain nombre de domaines, même les hôpitaux, la région peut construire des hôpitaux. Vous savez qu'il existe des hôpitaux régionaux, etc. Ce genre de choses. Donc, c'est des choses auxquelles nous attendons la région. Mais je vous dis encore, aujourd'hui, la loi a défini les sources pour la région, mais ne définit pas les moyens. On a parlé des 15% d'éléments. Jusqu'à présent, vous savez que le ministre des Finances a pris celui de renvoyer, parce qu'il a dit que lorsqu'on faisait le budget de 2020, c'était à la session de novembre 2019, il n'y avait pas la Covid-19, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en temps. Le président de la République a pris un décret rectificatif de la loi des finances, mais jusque-là, il a renvoyé tout cela au minimum à 2021, au bas mot. Ça veut dire qu'on risque de commencer à... le fait même que les régionales viennent en fin d'année, donc des exercices voilà, n'est pas une mauvaise chose. En même temps, exactement, pour 2021, pour 2021, il faudra que ceux-là aient le coup des francs pour agir. Parce que le problème qu'il y a, c'est que parfois, on donne quelque chose de non, mais on retire le contenu. Je prends le cas de vraiment dans une logique de soupçon. Non, mais nous sommes habitués. Ne fonctionne pas non, ça. nous sommes habitués parce que nous l'avons vu. Avec la communauté urbaine, nous l'avons vu. Nous savons que lorsque les mairies avaient, à un moment dans les années 96, avaient un peu plus de pouvoir pour agir, on a vu dès que l'opposition a pris les mairies dans une ville comme Douala, on a tout retiré, on a mis la pression. C'était dur pour les mairies d'arrondissement d'agir. Au niveau de la communauté urbaine, le budget est insuffisant. Quand vous prenez par exemple son budget annuel qui tourne entre 40-60 milliards, c'est totalement insuffisant pour une ville comme Douala. Simplement les travaux d'aménagement, les caniveaux et tout, les curages, ça prend une bonne partie de ce budget. Donc pour que la région et la mairie de ville et tous les autres organes fonctionnent, il faut qu'il y ait une réelle décentralisation. Pour sortir, pessimiste, optimiste, à l'issue de ce processus qui s'achève le 6 décembre des élections, au regard de tous les enjeux, on a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rappelé qu'il y a eu quand même, il y a véritablement un match, pour parler comme les sportifs, lors des élections locales. On a vu qu'au niveau même des chefferies traditionnelles, puisque eux-mêmes sont électeurs, il y a eu des mouvements plus ou moins suspects dans l'installation des chefs et tout ça là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même partant pratiquement candidat unique dans bon nombre de départements, il y a des grincements dedans aussi au sein de la famille du RDPC. Alors, à l'issue de ce processus, dans le choix des hommes, la mise en œuvre de cette décentralisation dont on est en principe à l'aboutissement, pessimiste ou optimiste? Alors, moi, à titre personnel, j'ai des doutes sur la pertinence ou des élections comme modèle abouti du processus démocratique. Alors, vous n'êtes pas un démocrate, monsieur. C'est grave ici, c'est que vous dites. Oui, Qui s'explique? Oui, je vais m'expliquer parce que vous savez, dans les élections, évidemment, ce n'est pas, ça dit que vous envoyez c'est pas le peuple, vous envoyez des représentants. Ça veut dire que ce ne sont pas... c'est pas une élection directe. C'est pas une élection directe. Donc ce sont des représentants qui ont, pour accéder à ce poste, c'est quand même c'est quand même assez sélectif. Ce n'est pas le premier Ben Sikiner ou alors la première Bayam Selam qui va être élu
conseiller régional ou député et consorts. Donc, il y a quand même un biais, parce que vous avez quand même 80% de la population qui ne peuvent pas avoir accès à ce type de poste. Je suivais de loin les débats dont vous avez parlé, les gros classiques, de tel qui a été mis de côté, tel et ça. Donc dans ce jeu de dinosaures, le petit peuple qui n'a pas un mot à dire. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle une oligarchie, c'est-à-dire qu'un gouvernement par un petit. Ça, c'est ce qu'on appelle un gouvernement par un petit nombre. Ou alors en fait, c'est un gouvernement par un petit nombre. Donc, pour moi, il y aura toujours, c'est un cycle permanent où il y aura toujours des plaintes. Aujourd'hui, c'est elle, après, c'est elle, après. Donc, je suis tout simplement focalisé sur le processus lui-même de décentralisation qui est les régionales, mais pour les élections, j'ai l'impression que c'est un disque que nous entendons depuis des années. Aujourd'hui, j'aime beaucoup, nous tous on apprécie la pertinence de M. Emmanuel Nkom. Nous aurions aimé, par exemple, le voir à l'Assemblée nationale, mais on a vu un peu tous comment il s'est un peu fait retirer la chaise de façon peu cavalière. Donc, ce sont des choses, ce sont ce type d'événements quand même qui entachent la crédibilité du jeu, du processus démocratique. Ouais. Maintenant, ceux qui vont être élus, ce sont des Camerounais, ce ne sont pas des Tchadiens, ce ne sont pas des extraterrestres. Maintenant, je fais confiance tout simplement à l'homme, ce sont des humains, et j'ose espérer qu'il y aura, au-delà de leur chapelle, vous savez, moi je suis peut-être au-delà, vous savez peut-être que je suis anti-système, c'est peut-être pour cela que des modèles tels que le Parti communiste chinois existent, ou alors vous savez qu'au début, les autorités n'étaient pas pour qu'on aille rapidement au multipartisme, parce que les partis politiques ont de cela, c'est qu'ils divisent les gens. Non, ils divisent d'abord les gens dans des clans. Vous voyez, on discutait tout à l'heure avec un brillant médecin, il a dû s'éclipser parce qu'il est dans un conditionnement politique où il ne peut plus. Donc, M. Nkom est de son parti, M. Youmé de son parti. Donc, ça divise les citoyens, alors que les citoyens mis ensemble... On n'est pas pour le communisme. Non, je ne suis pas pour le communisme. Donc, je suis... Merci. Je ne suis pas pour le communisme. C'est lui qui vient de parler. C'est le mot de la fin. Je vous laisse vous donner le mot de la fin. Merci, donc. Allez-y, Paul. Sur l'optimisme ou le pessimisme pour ces élections au regard de tous les enjeux qu'on a. Vous savez, moi, je ne lis pas dans les boules de cristal. Je ne peux pas dire qu'ils vont échouer. Je dis juste que si on met en place les conditions qu'il faut dans le contenu des régions, ils vont réussir parce qu'il y a la qualité des hommes. La qualité, elle est là. Elle est indiscutable. Vous pouvez aller voir dans tous les départements Cameroun. Vous allez voir que pour une fois, même s'il y a eu la mafia, parce que ce dont il parle, il n'y a pas une seule élection, pas une seule localité. Les listes du RDPC n'ont pas été contestées depuis la nuit des temps. Et c'est normal parce que c'est le parti qui a le plus grand nombre de dinosaures. Et en politique, tout le monde essaie de se battre pour s'asseoir sur la chaise. Même quand on sait qu'on ne peut pas lire un bilan, comme Hervé le disait tout à l'heure. Et il faut donc qu'on travaille aujourd'hui. Il faut dire au gouvernement que si il est déjà en question de mettre en place les régions, comme ça va se faire le 6 décembre prochain, lors du scrutin, il faut absolument qu'il y ait une vraie décentralisation. Même la crise anglophone que nous vivons actuellement, c'est à cause de ce manque de décentralisation. Et tant que nous n'aurons pas une vraie décentralisation, nous allons continuer dans la cacophonie et nous n'aurons pas les résultats. Ils ont le statut spécial, on verra l'implémentation évidemment. Il n'y a rien dans le statut spécial. Et les résultats, Hervé, pour terminer. Non, mais moi je voulais dire au docteur et toi, parce que je ne veux pas partir avec cette impression. S'il pense qu'il y a un système meilleur que les élections pour diriger une république, il n'a qu'à l'essayer. Mais je lui donne un exemple. Les États-Unis d'Amérique, l'élection du président de la République américaine est une élection au suffrage universel indirecte. Même si tout le monde va aux urnes. Voilà. Vous avez vu que Mme Hillary Clinton, qui avait plus de voix que Donald Trump, a perdu l'élection alors qu'elle avait une avance de plus de 2 millions de voix de plus qu'elle. Donc, il n'y a aucun système qui soit parfait. Il faut qu'on arrive. Alors, moi, ce que je souhaite à mes camarades qui vont avoir ce rôle historique de mettre en place ces régions, c'est de prendre à cœur que c'est une élection
très importante aussi, essentielle, que les législatives, que ce n'était pas simplement un casting pour donner le cocarde à quelques copains, et qu'il faut qu'ils réussissent, parce que comme l'a dit M. Youm tout à l'heure, avec une bonne gestion des régions, nous allons avoir de meilleurs résultats économiques, nous allons avoir plus d'emplois, nous allons avoir une amélioration de la gouvernance de proximité, nous allons résoudre beaucoup de problèmes de non-dialogue entre les citoyens et l'administration. Donc, je souhaite la réussite, mais pour mon parti, monsieur Youm, je vais vous étonner alors pour le mot de la fin, nous devons aussi évoluer pour être adaptés à nos évolutions. Ça veut dire quoi? Quand vous choisissez les gens qui vont aux régions, laissez les structures régionales et départementales, les délégations départementales et régionales, choisir ces gens parce que nous nous connaissons. Et le dernier mot, je suis heureux que les non-militants du RDPC s'intéressent tant à la vie du RDPC. Ça prouve que nous sommes le grand parti national. Je voudrais dire merci au docteur Franck Ouam qui a commencé l'émission avec nous, mais pour des raisons de stratégie interne, a fait uniquement le premier thème qui était évidemment consacré à la rentrée scolaire et à la Covid-19. Quant au deuxième thème, il s'est éclipsé. Ils ont décidé de ne pas évoquer les élections régionales. Merci à Emmanuel Com. Merci à Paul. Je voulais dire en 10 secondes que les régions vont aussi ramener la culture au centre. Parce que n'oubliez pas qu'il y a les chefs traditionnels qui seront conseillers régionaux. Ah bon, donc, non, c'est pour dire qu'il y a au moins la défense de la culture au niveau des régions. Merci, docteur Roger, et toi, d'être resté ce soir également. Merci à vous, à la maison, d'avoir regardé cette autre édition de Cartouche sur table. Bonsoir et à mardi.